Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la troisième mi-temps du Middle. L'Afrique du Sud est sur le toit du monde pour la 4e fois de son histoire. Ce samedi soir, les Springboks se sont imposés 12-11 face à la Nouvelle-Zélande sur la pelouse du Stade de France. Avec moi pour débriefer cette finale de la Coupe du Monde 2023, Paul Arnoux. Salut Paul. Salut Vincent, salut à tous. Tout de blanc vêtu, on est les trois en blanc ce soir. Yanis Guillou, salut Yanis. Salut Paul, salut Vincent. Voilà, Yanis qui sera chargé ce soir, c'est sa principale mission, mais il n'a pas que celle-là, de récolter vos avis, vos questions, tout ça, dont on essaiera de répondre le plus possible, comme d'habitude. Messieurs, je l'ai dit, 4e sacre pour l'Afrique du Sud, 12-11. Encore une fois, ils nous ont refait le coup d'une victoire à un point. Un point en quart de finale face aux Bleus, un point en demi-finale face à l'Angleterre et un point en finale face aux All Blacks. Paul, à la fin, c'est l'Afrique du Sud qui gagne, simplement. T'as tout dit. À la fin, c'est l'Afrique du Sud qui gagne, qui devient le seul pays à avoir 4 titres. Donc après une finale où ils ont fait ce qu'on attendait d'eux, c'est-à-dire très fort sur les bases du rugby. Ils ont fait un bon début de match et ils ont eu un petit peu chaud à la fin. Mais ça suffit pour être champion du monde. Pour rebondir, ouais, c'est vrai que c'est la finale à laquelle on s'attendait, en tout cas du côté sud-africain. Oui, totalement. Les Sud-Africains n'ont pas marqué d'essai. On s'attendait à ce que les Sud-Africains ne marquent pas d'essai et utilisent ce jeu de dépossession, 1-2 temps de jeu, coup de pied. C'est ce qui s'est passé avec Pollard et De Klerk, des zones visées très précises sur les 15 mètres néo-zélandais. Et ça a mis en difficulté la Nouvelle-Zélande qui a craqué par moments. Première mi-temps, beaucoup d'indiscipline. On reparlera des cartons jaunes et du carton rouge. Et quand un buteur clinique comme André Pollard, dire qu'il faisait pas partie de ce squad de départ, c'est quand même assez fou. Donc on aurait aimé célébrer une victoire de la France aujourd'hui, un sacre des Bleus. Et même de Nouvelle-Zélande. Ce sera un sacre de l'Afrique du Sud. J'ai l'impression une Afrique du Sud assez impopulaire quand même. Oui, impopulaire dans le chat. Ouais. Tu parles très impopulaire dans le chat. Les réseaux sociaux, non, mais je pense que c'est un tout. Même quand tu discutes avec des gens un peu moins initiés au rugby qui voient l'Afrique du Sud jouer, forcément avec leur style de jeu fait de coups de pied, peut-être un peu moins d'éclat. Aujourd'hui, ça a été l'exemple parfait de jeu aux antipodes. L'Afrique du Sud qui était très stéréotypée, parfois un peu ennuyant. La Nouvelle-Zélande qui est quand même essayé d'insuffler un petit peu de relance. Victoire du rugby de base. Même s'ils ont quand même essayé, je trouvais en deuxième période un petit peu de lancer. Il y a notamment ils ont un essai qui est pas où il y a un en avant c'est qui fait l'en avant sur RNC, ouais, il fait un en avant. Donc ils ont essayé de proposer un petit peu. Ça reste l'Afrique du Sud. Là, t'es gentil. Sur l'en avant d'RNC en bord de touche là. Non, mais attends, il y avait quand même une action. Après... C'est une chandelle, hein. Oui, c'est un coup de pied rasant. Mais ils avaient quand même envoyé 2-3 séquences avant. Ouais. Il y a aussi une belle séquence en fin de première mi-temps, je crois, où il y a un peu de jeu dans le dos et tout. On l'avait même pas vu contre l'Angleterre, donc il faut quand même. Après, l'Afrique du Sud, ils ont fait leur jeu. Voilà, ils ont occupé au pied. Oui. Il y a un parallèle qui est drôle. C'est Polio 51 qui nous dit c'est de l'Atlético Madrid. Pour les amateurs de foot, ça va pas mal. Non, mais ils n'ont jamais gagné. Alors, on dira. C'est vrai. On dira ce qu'on veut. Certains diront que c'est ennuyant, tout ça. C'est pas comme ils disent, on n'ira pas jusqu'à dire que c'est pas le rugby qui a gagné parce qu'il faut donner du mérite à cette équipe de l'Afrique du Sud. Le rugby, c'est aussi ça. 2 Coupes du Monde d'affilée. Pas grand monde l'a fait dans l'histoire. La Nouvelle-Zélande 2011-2015. Mais c'est le rugby qui gagne. Et au final, c'est ce qu'on doit dire, c'est que on doit voir aussi plus loin. Que cette Coupe du Monde, peut-être, c'est que dans les prochains mois, c'est le rugby qui gagne et peut-être on verra beaucoup de nations jouer ce jeu restrictif, mais qui gagne à la fin. Donc il n'y a pas grand-chose à dire. Ouais, c'est pas de leur faute à eux. Eux, ils jouent pour gagner et ils gagnent parce qu'ils savent que ce rugby-là gagne actuellement. Donc après, si on veut essayer de changer pour moi les choses, il faut essayer de voir comment amener ce rugby pour que ça soit des équipes qui proposent plus de jeux, qui remportent au final les compétitions. Pour l'instant, c'est comme ça qu'on gagne et ils l'ont encore une fois montré. Une grosse défense. Regardez les plaquages bien sûr que l'Afrique du Sud est impopulaire parce qu'elle a éliminé l'équipe de France, tout ça, parce qu'elle a gagné 2 points contre l'Angleterre. C'était frustrant pour ceux qui déjà en demi-finale voulaient voir cette Afrique du Sud s'incliner, mais il faut aussi voir les points positifs de ce rugby qui, oui, il n'y a pas de grandes envolées, les conditions ne s'y prêtaient pas ce samedi soir aussi, il faut le dire, mais c'est quand même une défense agressive, c'est les 3e lignes qui sont au four et au moulin, on les a tous admirés pendant le match, c'est ce côté-là aussi qu'il faut voir, pas que le côté un peu frustrant d'avoir vu cette Afrique du Sud. Oui, pas mettre des essais de 80 mètres et battre la France, il ne faut pas s'en arrêter là. Pas dans ce match, mais il y a aussi le côté conquête qui est très important au rugby. No scrum, no win, on l'a entendu je ne sais pas combien de fois dans l'histoire. Et puis la précision des buteurs. Il y a quand même un travail de fond et de réflexion aussi qui est intéressant à souligner tactiquement.
quand tu regardes aujourd'hui Jack Nienaber et surtout Rassi Erasmus, ce qu'ils font avec l'Afrique du Sud, leur banc en 7-1, c'est quelque chose d'assez novateur quand même, alors qu'on a une époque où le rugby a quand même connu beaucoup de choses. Le banc en 7-1 qui a été reconduit pour la finale, d'un sens stratégique, ils sont quand même très intéressants à analyser. Oui, il y a plein de choses à dire là-dessus. Et est-ce que cette victoire, c'est pas encore plus fort aussi? Parce qu'en touche, ils font 6 sur 10, parce que pour ceux qui ont suivi le match, ou pour ceux qui ont un peu loupé le début du match, ils ont perdu Mbonambi, quand même leur talonneur titulaire dès la 2e minute, sur le carton jaune de Charlotte Frizel. 6 sur 10, Dion Fourie a été en difficulté en touche, il n'y a pas eu de pénalité récoltée en mêlée. Ils ont même presque même un peu pas leur subi, meilleur match, ça se trouve ce soir. presque sur la dernière action, je pense qu'ils sont à deux doigts de se faire pénaliser sur la dernière mêlée parce qu'ils subissent plus que ce qu'ils ne dominent. Donc c'est aussi une victoire un peu avec la conquête, mais pas trop. Donc ça prouve aussi qu'ils ont aussi fait la différence ailleurs. Des ballons grattés, une défense agressive et de la maîtrise à tous les étages. Quand même. Moi je suis d'accord avec ça. Surtout Erasmus, il fait des choix. Bon, au final, il est champion du monde, donc bravo à lui. Super, incroyable, t'es une légende. Mais au final, il fait quand même des choix dans cette Coupe du Monde qui n'étaient pas forcément les bons. Parce qu'il met une charnière, il met Libot en demi-finale, il change au bout de 30 minutes. Donc tout le monde a crié au génie. Mais tu peux aussi te dire, bon, il s'est trompé au départ. Ouais. Voilà. Là, il me fait un banc en 7-1. Moi, je trouve qu'en fin de match, les Blacks, ils sont pas loin de gagner le match et ils sont pas loin de renverser. C'est plus des Blacks qui sont dominants que des Sud-Africains qui finissent bien. Donc ça montre bien que même le bomb squad n'a pas totalement marché. Donc au final, bravo à eux, mais c'était juste quoi. Mais c'est qu'il y a quelque chose qui fait la différence en fait. Oui. C'est qu'il n'y a pas, voilà, ils s'en sortent toujours, donc ils ont ce truc en plus. Alors si je regarde le chat, ça parle beaucoup de l'arbitrage. Donc s'il y a quelque chose qui fait la différence pour eux, on y reviendra après. Pas sur après, moi, il y a quelque chose que j'aimerais remarquer, c'est que ce soit dans tous les matchs qu'il y a eu, il n'y a que l'Angleterre qui a su garder une philosophie un peu claire dans son jeu pour contrer l'Afrique du Sud et qui au final avait le match en main et l'a perdu à toute dernière seconde. La France et la Nouvelle-Zélande, j'ai l'impression, ont pratiqué un jeu hybride. En sachant pas trop comment jouer en fait face à l'Afrique du Sud. On en a parlé tout à l'heure, il y a la séquence où la Nouvelle-Zélande, tu sens qu'ils prennent le dessus physiquement, c'est juste avant ou après la pénalité ratée de Barrett. Ouais. Et pendant 5 minutes, ils ont la possession, ils font du jeu à une passe parce qu'ils se perdent dans leur rugby, ils savent pas quoi faire. En fait, juste, je pense que face à l'Afrique du Sud, il faut... quand tu as un jeu qui marche, le jeu des Blacks, c'est le moment d'écarter les ballons, arriver devant les 22 mètres, taper des petits coups de pied ou créer un décalage, en servant Mark Taylor par exemple. Et c'est un truc qu'ils ont eu peur de faire par la suite. Et donc du coup, les Sudaf, ils en ont profité pour annihiler tout simplement et après gagner la bataille du sol pour faire reculer les Blacks. Ouais, parce que c'est vrai que ce sont les All Blacks qui ont fait le plus de jeux. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Quand tu vois le nombre de défenseurs battus, 36 du côté des All Blacks, c'est quand même beaucoup. Parce que la défense sud-africaine, voilà, quand même 36 défenseurs battus pour les All Blacks, seulement 13 côté sud-africain. Alors forcément, il y avait plus la position du côté All Blacks. Et au niveau des passes, 217 passes néo-zélandaises, seulement 83 sud-africaines. Celui qui n'a pas regardé le match, il regarde les stats, il comprend vite au match auquel on a assisté. Mais comme on le dit, encore un point. Et c'est surtout, il me semble, ils ont mis que 3 points en seconde période. Non, il y a 9 il y a 9 Si, il y a 9-3 à la mi-temps. Oui, il y a 9-3 à la mi-temps. Non, il n'y a pas 9-3 à la mi-temps. C'est pas grave. Non, il y a 9. J'ai pas le score à la mi-temps, mais c'est pas grave. Non, j'ai pas le score à la mi-temps. Je dis qu'il Attends, je vais y a 9-3. Je vais vérifier parce on peut regarder, mais bon. On va pas dire de bêtises. De toute façon, ils vont pas beaucoup dans le camp néo-zélandais, à part tout début de première période, de seconde période. En fait, ce que je veux vérifier, c'est est-ce qu'ils ont marqué en deuxième mi-temps? Parce que je pense qu'il y a 12-6 à la mi-temps. Il y a 12-6. Je pense qu'ils ont pas marqué la deuxième mi-temps. Ah, il y a peut-être 12-6. Ça m'est revenu parce que c'est une touche perdue en plus qui perd. En effet, ils marquent pas de la deuxième période. Voilà, donc en fait, c'est qu'ils plient. Ils plient, mais non. Mais voilà, ils n'auront jamais quoi. T'as le buteur, voilà, les buteurs néo-zélandais qui laissent 5 points. T'as l'occupation néo-zélandaise, elle est complètement néo-zélandaise en deuxième mi-temps quoi. T'as aucune. RNC, oui, sur un coup, c'est vrai, ils ont une occasion. Ouais, mais alors, 4 drops. Si vous reprenez le début de deuxième période, oui, il est sud-africain complet. Ils sont tout près de piller le match. S'ils marquent, c'est fini. Et après, pendant demi-heure, ils font le dos rond. Colissi prend un jaune, Colby prend un jaune. Les mecs, ils sont à 14 pendant 18 minutes, parce que Colby, c'est seulement 8 minutes, vu qu'il est à 72e. Et les mecs, ils ont ce truc en plus, quoi. Alors, je suppose que c'est frustrant, notamment pour les supporters français, peut-être qu'ils voulaient voir l'Afrique du Sud s'incliner, tout ça. Mais tu peux pas leur enlever ça, qu'il y a une maîtrise à pas faire une erreur qui coûte cher, quoi.
Ouais. C'est ça la marque des équipes qui marquent l'histoire comme mais ils le ils font. maîtrisent, mais en même temps, ils ont quand même, je trouve qu'ils sont très forts. Après, ils connaissent parfaitement aussi les rouages de l'arbitrage, mais ils vont quand même tenter des coups dans les rucks, etc. Même dans les dernières minutes, alors que tu peux te dire, bon, tu vas rester à ta place. Non, ils tentent des choses quand même, donc ils sont aussi très malins là-dessus. Ils sont très bons pour gérer un match et pour ne pas craquer. C'est les meilleurs, je pense, largement. Est-ce que dans le chat ça parle autre chose que de l'arbitrage? Non, ça parle que d'arbitrage, c'est une honte. Après, les gens, faut qu'ils sachent, oui, il y a peut-être eu des erreurs, mais des erreurs. De toute façon, dans le rugby aujourd'hui, sur chaque action, sur chaque ruck, tu peux voir des fautes. Sur chaque. Oui, après, sur les dernières. Je suis d'accord. Je pense que ce que retient tout le monde, c'est le dernier grattage de Quagga Smith. Ouais. Il faut le dire, il y a pénalité contre Quagga Smith. Ça rappelle celle de la France. Oui, il y a pénalité. Il faut le dire. Mais le match de Wayne Barnes. Il est cohérent, bien sûr. Tu peux rien dire sur le match de Wayne Barnes. Avant le Quagga Smith de Savea qui au final. Ouais, mais tu sais pas. Ouais, ok. Mais non, mais ça fait 3 points. Hein. Oui, non, mais ça fait 3 points, mais je veux dire, c'est une erreur. Pour moi, c'est moins choquant. Non, tu vois, parce que même nous dans la rédaction, et tu vois que c'est moins choquant. Edzebet rouge, on dit Edzebet rouge. Qui a vu aujourd'hui le ralenti de Edzebet Non, personne l'a vu, on a vu que la photo. Forcément, avec la photo, tu peux pas juger. Hein. C'est surtout que tu le vois dans la rédaction, le grattage de Savea, on n'était pas d'accord. Déjà, donc ça prouve que y a de l'interprétation. Non, mais moi je suis d'accord. Je crois que Yannis disait qu'il y avait faute, tout ça. Moi je disais qu'il n'y avait pas faute, tout ça. Mais après, force est de constater quand même que ça va souvent sur cette Coupe du Monde dans le sens. Le grattage Savea Savea où on dit qu'apparemment que Savea s'excuse au final. Tu vois, on n'était même pas d'accord sur l'action. Mais ensuite, après, tu vois, au bout d'un moment, le ballon arraché de Faury au sol, Savea s'est mis de la ligne, il met en avant de Savea, il se déjuge parce qu'il voit l'écran. Donc c'est malheureux que tu retiens la direction. Oui, dans un match comme ça, c'est 12-11, mais il faut pas commencer à crier que c'est l'arbitre qui a fait la Non, mais c'est pas l'arbitre lui-même. Mais c'est vrai que je trouve quand même que dans cette Coupe du Monde, force est de constater que ça va souvent toujours dans le sens de l'Afrique du Sud. Et c'est là, tu vois la pénalité qui siffle face à l'Angleterre. C'est là où je veux vous amener, c'est qu'au-delà de parler des décisions en elles-mêmes, c'est qu'aujourd'hui, l'importance qu'a pris de l'arbitre dans l'esprit des gens. Non, mais au niveau de cette Coupe du Monde. Oui. Parce que, après. Voilà, on voit, les gars, moi je suis désolé, vous parlez beaucoup trop de l'arbitrage. Non, mais vous regardez pas assez le jeu, comment c'est construit, comment l'Afrique du Sud, elle mérite de gagner ce match aussi. Oui, au bout d'un moment. Oui, non, mais je suis d'accord, mais. Pas mérite. Je veux dire, si, elle a son mérite de gagner ce match, excuse-moi. Ils font un match de malade mental en défense, ils sifflent comme des chiens. Ils font pas les Blacks méritaient aussi clairement d'être champions du monde. Enfin, bon, non, mais, avec le jeu qu'ils ont proposé, ils marquent le seul. D'accord, mais j'ai pas dit que les Blacks ne méritaient pas, je dis que l'Afrique du Sud mérite aussi. Les deux méritent. Oui. Là, on nous annonce comme c'est un vol interplanétaire. C'est pas non plus un vol. Après, il y a la frustration des supporters français, on le dira jamais assez. Pour moi, les gars, il faut pas non plus accuser les gens, etc. Je pense que le rugby doit aussi faire son introspection. Il faut aussi regarder et changer les choses parce qu'on a des règles qui, même nous à la rédaction, on n'est pas tous d'accord. Je suis d'accord, mais c'est pas possible. Concrètement, qu'est-ce que tu veux faire? Simplifier les décisions. Non, mais on va pas mettre un robot. Non, si, moi je sais. Ce qui se passe en Australie, en Nouvelle-Zélande, l'arbitre explique sa décision sur un micro. Non, mais je suis d'accord, mais aujourd'hui. Peut-être. Oui, mais le problème, c'est que ça, il est déjà. Oui, je suis d'accord, mais il explique sur des cartons rouges, sur des essais refusés. Il explique pas sur le moindre ruck. Il va pas arriver à chaque arrêt de temps, Wayne Barnes. Pourquoi t'as pas sanctionné Quagga Smith? Parce que. Non, mais les phases de ruck, il y a quelques années, elles étaient moins difficiles à arbitrer. Là, au final, les règles, il suffit, si tu vas au ballon, c'est bon, mais si. Enfin, tu vois, il y a des choses qui sont hyper difficiles. Le problème c'est qu'il peut siffler des deux côtés à chaque fois. Oui, mais il y a beaucoup de règles parce que si t'en enlèves, c'est une guerre de tranchées. Ce soir, si t'enlèves les règles, non mais si tu diminues le nombre de règles, c'est une guerre de tranchées à chaque ruck. Si tu dis en fait il peut gratter à une main, déjà aujourd'hui avec les joueurs que t'as, il y aura plus un ruck t'auras plus d'action à 10 phases de jeu. Au moins de ruck, il y aura un ballon gratté, puis voilà. Mais alors tu changes, tu vas plus loin, mais vous allez m'assassiner, mais sur une pénalité, sur un ruck notamment, tu fais une règle où tu peux ne plus forcément tenter la pénalité parce que ça apporte trop de points et que ça donne les matchs, ou je sais pas, tu vois, en fonction si c'est un jeu dangereux bien sûr, mais tu vois sur des phases de jeu qui sont si difficiles à arbitrer et qui définissent au final le score final d'un match, et tu dis là vous pouvez plus taper, vous gardez la possession, vous allez en touche ou vous faites une mêlée, j'en sais rien, mais ce que je veux dire c'est compliqué là. Non, mais au final, les gens ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que pourquoi dans les 10 dernières minutes, à chaque fois des matchs très importants, l'arbitre ne siffle plus rien. Il ne siffle plus rien, il n'arbitre plus du tout les phases de règle, et ça c'est une évidence, et ça tout le monde le voit. C'est-à-dire que même un arbitre comme Wayne Barnes, qui est un super arbitre et qui a fait un match plutôt cohérent ce soir, dans les 10 dernières minutes, il ne siffle plus rien, il ne peut plus rien siffler. Non mais il ne peut plus rien faire.
Et c'est quand même, c'est pas possible. Alors, oui, en fait, il pourrait tout siffler, mais il décide de rien siffler. C'est plutôt ça que tu veux dire. Et comme c'est l'Afrique du Sud qui est souvent en train de défendre le score, en tout cas 2 matchs sur 3 sur cette Coupe du Monde, et du coup, c'est l'Afrique du Sud. Les gens accusent l'Afrique du Sud parce que c'est eux qui sont devant au score. Voilà, mais l'arbitre ne siffle plus rien à la fois. Et c'est pas les premiers matchs qu'on le voit, c'est souvent. Et c'est pour moi, c'est un problème dans le rugby. L'arbitrage est un gros problème dans le rugby. Pas les arbitres, les hommes. La façon dont c'est fait et les gens ne comprennent pas. Donc voilà. C'est le coup de gueule. C'est compliqué. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais il y a aussi plein de matchs qui se passent très bien. Le plus beau match de cette Coupe du Monde, c'est Nouvelle-Zélande-Irlande. Il n'y a eu aucune décision, tu vois. Ouais, mais c'est le seul. C'est pas une fin en soi. Ouais, mais c'est dommage quand même. C'est pas une fin en soi. C'est qu'aujourd'hui, cette Coupe du Monde, je sais pas si elle marque quelque chose, mais on le voit, c'est aussi la force et le mauvais côté des réseaux sociaux, c'est que la moindre erreur fait le tour des réseaux sociaux. Donc regarde ce qu'a dit Yannis, c'est que le coup de coude d'Etzebeth, personne ne l'a vu pendant le match, sauf qu'il fait le tour de Twitter. Du coup, nous à la mi-temps, qu'est-ce qu'on fait? On va sur Twitter, on le voit, on dit ah ouais, il y a ça et tout ça, mais on a... Oui, mais c'est pas tous les Français, tu vois, c'est pas tous les Français. Ah non, mais je dis pas les Français. Tu vois des supporters. Je pense que les supporters français, il y a vraiment une haine frustration sous-jacente du quart de finale qui remonte maintenant. Et il y a le fait de on va se conforter dans notre défaite, enfin dans notre façon de penser qu'on aurait dû gagner parce que regarde, les Sud-Africains, ils ont aussi volé leur Coupe du Monde a été destinée. Alors que c'est complètement faux de penser ça. T'as la frustration. Les Sud-Africains, ils y peuvent rien. Moi, j'ai vu les supporters anglais, ils étaient pas contents après la demi-finale quand même sur les réseaux. Personne n'est content de perdre, forcément. Tu cherches des raisons. Il y a un truc, c'est le premier degré après la défaite, c'est la colère. Oui, tu cherches des explications. Oui, bien sûr, mais t'avais des forcément, les gens ils pensent râler, etc. Pour moi, les Irlandais, et pour revenir à ce match, tu perds contre meilleur, t'as rien à dire sur l'arbitrage, tu vois. Tu auras toujours des trucs à dire, mais c'est frustrant même de résumer une finale de Coupe du Monde à ça, quoi. Et en plus, 2 poids 2 mesures, encore une fois, entre par exemple des décisions dans le match, tu vois, le Savea, tu sais, on peut en parler, mais c'est une décision, voilà. Mais c'est surtout, pour moi, c'est cette fin de match, quoi. Tu sais, c'est toujours, il y a eu beaucoup de matchs comme ça pendant la Coupe du Monde, les 8 dernières minutes où tu sens vraiment que l'arbitre, tu peux plus rien siffler. Et comme beaucoup de matchs se sont joués dans les 5 dernières minutes dans cette Coupe du Monde, et les gens restent là-dessus, parce que là, voilà, c'est des arbitrages dans le match, il y a des décisions qui sont assumées, et c'est différent. Et puis encore une fois, il y a tellement de trucs qui peuvent être sifflés. Si là, Quagga Smith avait été sifflé, on aurait trouvé autre chose contre les Blacks. Il y aurait toujours un truc, c'est sûr. En termes de pénalité, c'est quand même marquant parce qu'on dit la limite, c'est toujours 10 pénalités. Alors les Sud-Africains sont à 10 pénalités, les Néo-Zélandais ont été sanctionnés que 5 fois. Et c'est souvent qu'ils perdent. 5 pénalités sur le match. C'est incroyable parce qu'on se dit qu'après un mi-temps, il a perdu puisqu'ils sont pénalisés. Avec 2 cartons. Un rouge, un jaune. Mais je veux dire que sur 2 pénalités, t'es à 14, donc c'est vraiment de grosses fautes. Et après, dans le jeu, ils ont toujours eu le ballon. Oui, voilà. Mais bon, tu peux faire un déblayage sur le côté, un ballon gardé au sol. Il marque sur 4 pénalités, l'Afrique du Sud. Donc c'est-à-dire 4 des 5 pénalités. Et le rouge, c'est Sam Cane. Et l'autre, c'est Sam Cane. Sur le rugby, c'était 5 pénalités. En tout cas, c'est énorme. Mais il me semble que la France est pas loin de. Enfin, c'est très équilibré face à l'Afrique du Sud aussi. On a parlé beaucoup de l'arbitrage, mais il me semble que. Je me demande si l'Afrique du Sud. Nous, on est clairement. La France fait clairement moins de pénalités que l'Afrique du Sud. On fait moins de pénalités que l'Afrique du Sud, alors qu'on avait parlé énormément de l'arbitrage. Non, mais comme tu dis, c'est des pénalités qui sont dans les zones de marque. Donc, 5 pénalités, 4 tentées. La seule qui ne l'est pas, c'est Sam Cane, carton rouge. Ouais, Sam Cane dans les 22 mètres. Non, mais c'est vrai, et c'est quand même une stat qui est parlante. Alors j'espère qu'il n'y a pas d'erreur ou que je me suis pas trompé, mais en tout cas, je pense pas. Non, mais 5 pénalités dans une finale, t'as envie d'applaudir en termes de discipline, en termes de maîtrise, mais à la fin, voilà, t'échoues à 1 point. Mais après, juste pour reparler pas de l'arbitrage, mais de l'Afrique du Sud, tu vois dans d'autres sports que dans les Coupes du Monde, c'est pas généralement l'équipe qui joue le mieux qui gagne. Hein. Ah ben non. Nous, on est très bien placés pour le savoir. 2018, c'est catastrophique. On est champion du monde. 2022, c'est pas terrible non plus. On est tout près. Enfin, donc ça montre bien que même dans le foot, qui est un autre sport hyper populaire, ça montre bien que les équipes qui jouent le mieux ne sont pas forcément championnes du monde, quoi. Après, pour revenir sur le match, moi je vois beaucoup de Sud-Africains qui ont brillé. Donc, Ah bah oui, non mais on va passer aux notes. Non mais oui, ils ont brillé en équipe, mais surtout il y a quelques joueurs qui sont sortis de. Non mais sais, en plus c'est vrai que quand je le vois jouer, ça me fait penser à moi. En fait, de dos et de loin. Voilà, Peter Steph du Toy, mais vous comprenez vite pourquoi. Oui, parce qu'ils sont sur du Toy du monde quand même. Oui. On l'avait validé, celle-ci. On l'avait validé. Il avait déjà dit 3 fois en arrivée, mais c'est pas. Non, mais on va passer aux notes. C'est vrai, on va passer aux notes. Voilà. Alors, génie s'exprimer. Je vais peut-être faire des déçus dans le chat, mais on va pas noter Wayne Barnes. Voilà, on va se. Non, mais. Fin de la parenthèse, on laissera débattre sur les réseaux sociaux, tout ça. Sur l'arbitrage, messieurs, oui, les notes.
avec un premier lieu Peter-Steph du Toit, élu homme du match. Cette finale, logiquement, le 3e ligne est le meilleur joueur du monde déjà en 2019. Bon, on a compris pourquoi. 28 plaquages, 3 manqués. C'est surtout ce qu'on retiendra. 3 manqués. Non mais sérieusement, comment il peut se permettre de faire aucun effort à ce niveau-là. Non mais il fait très peu d'efforts. Non mais c'est vrai qu'impressionnant. En fait, c'est un des joueurs qui a symbolisé cette défense, tu vois, qu'on disait. Et puis il y a on va peut-être aussi me critiquer. Il y a plaquage et plaquage. C'est ce que j'allais dire. Parce qu'en fait, 28 plaquages, 28 bras. Je suis d'accord que tous les plaquages sont parfaits parce qu'ils sont bien réalisés, ça coupe les actions. Mais lui, c'est des plaquages. Je pense que quand il passe, tu t'en rappelles pendant quelques secondes. Surtout qu'il prend des risques parce que des fois, il monte très vite. Donc il peut très bien se faire éliminer assez facilement avec. C'est de la maîtrise pure et dure. Jordi Barrett, 2 fois, il y a des coups à jouer pour les All Blacks. Ouais. Il n'a pas le temps de les jouer ou il les joue mal. Parce qu'il y a Peter-Steph du Toit qui le laisse mal se retourner ou mal se mettre. Qui en mettant énormément d'intensité comme il en met. C'est incroyable qu'il soit pas, qu'il fasse pas un excès d'engagement, etc. Donc ça montre bien, aussi, hein. Ça montre bien sa qualité au plaquage, dans l'exécution, tout ça, c'est impressionnant. Et puis tu vois, Vermeulen il est remplacé, Colissi a ce jaune, donc ça lui permet de reprendre son souffle, tout ça. Lui il reste tout le match. Au bout d'un moment, il reste au sol, mais sur un énorme bouchon qu'il met à Jordi Barrett, il reste au sol, tu vois il se touche l'épaule, je pense qu'il a eu l'électricité dans toute l'épaule. Et à la fin du match, il reçoit son trophée, il est tout sourire, il remercie les Français. Le mec, tu te demandes en quoi il est fait, quoi. Grande classe en plus. Mais après, voilà, les Sud-Africains sont vraiment très classe aussi, il faut le dire. Et là, il fait un match pour moi de titan, quoi. C'est en défense. Et puis ça donne tellement d'énergie à son équipe, je pense, de voir un mec comme lui qui avance de 2 mètres sur chaque plaquage. Ça fait avancer toute ta ligne de défense. C'est impressionnant. Ça change la donne. Et dans une Afrique du Sud qui aime beaucoup défendre, avoir des mecs comme ça, c'est forcément, il gagne, forcément. Le chat est plutôt d'accord. Simgassat aussi dit Toyton du match. Et ce qui a remarqué pour du Toit, au-delà de la partie visible, qui met des énormes cartouches à tout le monde, et notamment à Jordi Barrett, c'est intéressant de voir ça, parce que Jordi Barrett, c'est quand même un élément c'est un rouage assez particulier dans le jeu des Blacks depuis le début de la Coupe du Monde. C'est peut-être leur meilleur joueur. C'est aussi le 12 qui sait distribuer le jeu. Alors il sait aussi être très physique, être très frontal et faire avancer, ce qu'il n'a pas su faire parce qu'il avait Peter-Steph du Toit qui montait dessus. Et aussi il sait insuffler du jeu, notamment retrouver son frère derrière lui, trouver Rieko Ioane. Et c'est quelque chose qu'on a vu très peu faire, puisqu'il a tout de suite été sur les talons pour essayer de conserver son ballon tout simplement. Et donc, du coup, le jeu des Blacks s'est retrouvé totalement bloqué par cette activité. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'il a fait 80 minutes. 80 minutes pour Peter-Steph du Toit. À ce niveau-là, non mais 28 plaquages, c'est hallucinant. Non, mais parce que même dès le début de match, en vrai, dès les 10 premières minutes, on s'est regardé, on s'est dit il y a combien de plaquages là. Non mais c'est surtout, parfois, il y a des joueurs qui dépassent les mêmes plaquages, que si tu regardes pas la ligne de stats, tu vois, tu t'en aperçois pas vraiment pendant le match. Je sais pas si vous voyez, on a déjà vu des deuxièmes lignes par exemple. Fourie, j'imagine pas qu'il était à 18 plaquages par exemple. Non, voilà, Deon Fourie, et je minimise pas sa performance, mais je me rappelle au dernier tournoi, Thibaut Flamand finit à 28 plaquages, je crois, en Irlande. Tu vois qu'il a une activité, mais quand tu tombes devant les 28 plaquages ou 27, tu dis quand même, c'est fou quoi, tu vois. Lui, dès le début du match, alors c'est vrai, peut-être par sa chevelure aussi, qu'il se remarque sur le terrain. Il faut pas se mentir, il se voit sur le terrain, mais tu te dis de suite, tu dis mais en fait il retourne tout le monde, il loupe aucun plaquage, le mec est partout. Au-delà de sa chevelure, c'est un plaquage important, et à chaque fois que tu fais tu regardes, en fait c'est lui qui est là, qui se relève là, qui est. Puis il gagne quand même 27 mètres de franchissement, 5 courses, un turnover gagné, c'est tout pour souffler là, incroyable. De touches gagnées. Je trouve qu'il va pas tellement au grattage en plus. Je trouve qu'il laisse ça typiquement Vermeulen. Alors peut-être dû à son âge aussi, il met de l'impact Vermeulen, c'est pas ce que je dis, mais tu vois que lui c'est plus il aime pourrir les ballons. Tu vois, il est plus là pour embêter les rucks, pour ralentir les sorties de balles. Du tout, t'as l'impression que lui, sa mission, à côté de Colissi Vermeulen, c'est mettre les bouchons et de l'activité. Et si tu plaques bien, laisse les autres gratter le ballon pour toi. C'est notamment pour moi la troisième ligne des Sud-Africains, surclassée celle des Blacks ce soir pour moi. Le carton jaune, il est un peu noirci le tableau, mais c'est vrai que tu peux pas, ça n'enlève rien à la performance. Colissi, il a 2 doigts de marquer en début de seconde période, il est repris par un gros plaquage de Mounga. Un bon match, pour le coup, pas loin de penser que c'est son meilleur match de la Coupe du Monde quand même à Colissi, même s'il prend ce jaune. Mais tu vois, t'as vu la différence, je trouve quand même en termes de, tu parlais Yanis d'aller pourrir Barrett, etc.
et t'as pas trop vu la troisième ligne Blad faire ça, si, à part Savea. On les a vus assis au bord du terrain. Oui, voilà. Mais avec Fritzl, il fait 5 minutes un peu de panache après son carton jaune pour se faire pardonner, t'as l'impression. Il sera à la 55e. Et après, il disparaît. D'ailleurs, on va dire dans l'émission, j'ai oublié de dire les notes. Il n'y a pas beaucoup à dire, c'est 8 sur 10. Peter Steph du Toit, pour ceux que après, on va parler de Faf de Clercq, c'est 7 sur 10. Pareil pour André Pollard, c'est pour les Sud-Africains. On va pas toutes les faire, elles sont disponibles déjà sur Rugbyrama si vous voulez aller les lire en écoutant cette émission. Mais c'est que Peter Steph du Toit, en plus, pour finir sur lui, c'est la meilleure expérience de grand joueur, grand match. Parce qu'on parle beaucoup d'autres joueurs qui ont des carrières en club aussi. Mais ça fait quand même 2 ans que Dutoit il est au Japon. Ouais. C'est des mecs. Mais ils en ont plusieurs en plus. Non mais voilà. Alors bien sûr, il y a De Clercq, il y a De Allende. Il y a Malcolm Marx qui s'est rapidement blessé. 38 ans comme Vermeulen. Alors que tu vois, t'as d'autres joueurs aussi. Vermeulen, tu vois, et Kitchoff, ils sont à l'Ulster. Tu vois, eux, ils jouent la Champions Cup. Je veux pas dire une connerie, mais Willy Leroux, il est au Japon aussi. Oui, je pense, ouais. Il me semble, ouais. Il me semble. Mais tu vois, Vermeulen, Kitchoff arrive cette saison, mais tu vois, à l'Ulster, donc on aura le plaisir de les voir. Ils sont vieux en plus. Et ils jouent le Stade Toulousain en Champions Cup. Donc certains les verront évoluer en club, mais Dutoit c'est vraiment le genre de joueur qui se garde pour la sélection. Ça, ils l'ont jamais caché. Alors oui, on dira le salaire qu'ils prennent au Japon, mais ça c'est à côté. Mais c'est des mecs grand joueur, grand match. Il est là pour faire la Coupe du Monde qu'il a fait. Il n'y a pas besoin d'avoir un championnat très fort pour... Après, certains diront aussi au Japon. Certains diront aussi, j'ai pas la stat, mais peut-être qu'il est moins fatigué que les autres pour faire 80 minutes parce que sa saison, c'est pas le même rythme, quoi. Et c'est vrai que non mais faut aussi nuancer aussi. Avec le parcours qu'ils ont eu par rapport aux Blacks, comme une demi-finale. Tu vois, c'est différent aussi. Il faut mettre en perspective, c'est que chez les All Blacks, t'es au Japon, tu peux pas être sélectionnable. Oui. Tu vois, c'est quand même une autre stratégie à la fédération. Pendant des années, ça a été ça, les Sud-Africains. Ouais. Tu partais du pays, tu pouvais pas être sélectionné. Ils ont pris 57-0 contre les Nouvelle-Zélande en 2017, c'est ça, Yanis? T'as pas papier ça? Le 57-0 57-0 2017. Le 16 septembre 2017. Voilà, le 16 septembre 2017, c'est précis. Vous le voyez, c'est précis, il est pas. mais ils ont vu ça, ils ont dit non, on va rappeler tous les mecs. Et puis c'est fini, De Clercq, Brian Abada qui joue encore à Toulon. Je pense qu'un mec comme Erasmus, il a pesé aussi dans la décision. Voilà. Parce qu'il a dit, c'est pas grave, c'est pas parce que le mec joue hors Afrique du Sud que voilà. Mais tu vois, les All Blacks, typiquement, Aaron Smith part au Japon, bon, il a sa carrière, mais Richie Munga, Boden Barrett sont plus sélectionnables les prochains mois. Ils partent au Japon. Brody Retallick arrête aussi sa carrière, mais tu vois, Samuel Whitelock qui part à Pau, ces mecs sont plus sélectionnables, même si vous voulez continuer, ils ne pourraient pas. Donc c'est une différence de fédération qui prouve que ces mecs arrivent tout frais et eux, ils jouent pour leur maillot, leur pays. Puis il y a une expérience commune. Voilà. Champion du monde il y a 4 ans. Parker. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même une équipe qui est très expérimentée ensemble. Alors, et qui est très expérimenté en âge. Les Springboks, c'est moyen âge qui est plus de 30 ans, je crois. Déjà, les 8 de devant, alors j'ai pas la stat exacte, je réfléchis en parlant, le 8 de devant a joué la finale de la Coupe du Monde 2019. Je pense que Kitchoff, Mbonambi, Malherbe, Mostert devaient être sur le banc. Edsebet, Dutoit, Colissi, Vermeulen. Dutoit, Colissi, Vermeulen, c'est la troisième ligne qui débute la Coupe du Monde. Mostert, ça doit être De Jaeger de souvenir. Mais c'est 8 joueurs, full la pelouse en finale. C'est quand même fou. De Clercq Pollard, c'est titulaire aussi. De Allende, c'est titulaire aussi. Jesse Krill était pas titulaire, mais il était dans le groupe en 2019. Ouais, mais il était pas sur la feuille de match. C'était Lucanio A, mais il y avait Mapimpi après. Il y avait Colby, Leroux. On se rend pas compte que Allende, Pollard, De Clercq, Vermeulen, Dutoit, Colissi. Voilà. C'est De Jaeger. Edzebet, SM Malherbe, Mbonambi et Mtawaira. Ouais, mais tu vois, c'est Kitchoff qui remplace ça. Mais on se rend pas compte que sur le 15 de départ qui a commencé ce soir, il y a 13 joueurs qui sont champions du monde déjà. Tu vois, il y a que RNC et Damien Villemc qui sont pas champions du monde. Tu vois, quand tu te dis ça, l'expérience commune, il y a même plus à la décrire, quoi. Il y en a sur le banc aussi. Après, ce mondial, ça montre bien qu'une compétition, une Coupe du Monde, t'as beau avoir fait depuis 4 ans des choses. Tu vois, regarde l'Angleterre, ils étaient au fond du gouffre. Ils ont fait une bonne Coupe du Monde. Là, ils rappellent tous les mondialistes d'il y a 4 ans et ils sont champions du monde. Les Blacks. Avant le début de la Coupe du Monde, on parlait un peu d'eux négativement. Ils font quand même une grosse Coupe du Monde. Ils sont à ça d'être champions du monde. Donc ça montre bien qu'une compétition, tu peux vraiment créer quelque chose et aller au bout, même si tu n'as pas brillé totalement avant. Je le dis parce que je le pense. Je pense que cette Coupe du Monde, au final, ce sera une vraie leçon pour les nations européennes. Parce qu'en fait, on l'avait dit, et à raison aussi, les résultats le prouvaient. Le Nord avait jamais semblé aussi fort et aussi dominant sur le Sud. Au final, tu prends une leçon. C'est une finale sudiste. Même si je suis pas loin de penser qu'on a le même niveau qu'eux. C'est juste ça joue sur un match. C'est pas ça, mais la pièce tombe toujours du côté des sudistes. Donc au bout d'un moment, expérience commune. Expérience commune, sûrement. Mais si on va passer au deuxième Sud-Africain, c'est Faf de Clercq.
Lui aussi, une belle chevelure, faut le dire. Une chevelure qui me rend jaloux, parce que j'ai la même couleur aussi. Mais non, mais Faf de Clercq, 7 sur 10, 13 plaquages. Pour un demi-mêlée, c'est pas mal quand même, 13 plaquages. C'est son style de jeu. Mais c'est vrai qu'il a fait le match de roublard qu'on lui connaît. Et encore une fois, grand joueur, grand match, parce que Faf de Clercq, il a été là quand il fallait. Et il a mis de l'impact aussi. Comme ses coéquipiers, je veux dire, quand t'es sud-africain, vous regardez, vous c'est bien sûr, on le connaît, Faf de Clercq. Ouais. En plus, c'est marrant parce que tu vois, il est pas titulaire en quart, il est pas titulaire en demi, et en finale, t'es tout seul le Coco, puisque sur le banc, il y a même pas Comis Renac. C'est fou quand même. Est-ce que non mais ça va quand même changer ton match quand tu sais que si tu ne te blesses pas. Lui, tu vas jouer 4 minutes. Il y allait. Oui, mais je veux dire, oui, mais tout joueur, tu vois, n'anticipe pas une blessure. Mais je veux dire, lui, il a commencé le match. C'est le seul sur le terrain à se dire, si je me blesse pas, je joue les 80 minutes. Parce que les autres, si tu te loupes, tu vois, Pollard, tu te loupes et on met Villemc. Si tu te loupes Villemc, on met Leroux. Tu vois, tu pouvais changer. Lui, pas de blessure. Ça l'a pas dérangé en termes de débauche d'énergie. Typiquement, c'est pas pareil. De Clercq, qui a une expérience quand même assez incroyable. Il y a l'autre côté, c'est que typiquement De Clercq, c'était aussi le seul joueur que même s'il se loupait, jouait les 80 minutes. Tu vois, t'allais pas le remplacer par Colby parce qu'il avait fait de mauvais jeux au pied, tu vois, De Clercq. Donc je pense que dans la préparation du match, ça change les choses quand même de se dire ça. Peut-être, mais De Clercq il a l'habitude de ce genre de choses. En plus, là, c'est un match taillé pour lui, sous la pluie, au Stade de France, une finale de Coupe du Monde. Le mec va taper des chandelles jusqu'à n'en plus pouvoir. Voilà, c'est son style de jeu. Et il va défendre comme un mort de faim. C'est ce qu'il a fait. Il a arraché des ballons. C'est quelqu'un, un numéro 9 qui aime beaucoup faire ça, à la manière d'un peu Antoine Dupont, qui aime beaucoup faire ça en défense. Mais c'est des neufs hyper ballon, il te l'arrache. Non, un poison, c'est juste ça. Un poison de tous les instants, capable de pourrir toutes les situations. Je pense pas qu'il soit mis à la faute. C'est le mec qu'on adore détester un peu quand même aussi. Son petit sourire toujours. Il est incroyable. Oui, mais il est des fois sur des situations, t'as envie de lui tirer les cheveux un peu quoi. Mais tu le fais pas. Il était en pleurs à la fin du match, c'est un peu beau en vrai. Non mais bien sûr, après oui, non mais c'est sûr, non mais il le mérite, c'est un vrai joueur, mais vous allez me chambrer, mais c'est un joueur qui, moi, me fait penser, ils ont la même origine, alors ils ont pas porté le même maillot, mais c'est Rory Cocotte quoi. Non mais c'est vrai, c'est le joueur que t'aimes détester, avec du talent, le joueur, non mais c'est le joueur hyper, c'est un poison. Non mais dans le style de jeu, bien sûr, je compare pas du tout les cas. Quand même beaucoup plus physique, Mais ouais, mais dans le style de jeu, tu vois, ça met de l'impact, c'est fort au pied. Il se plaint moins quand même que Cocotte. Attention, ça reste à prouver. Cocotte, c'est quand même un level. Non mais bien sûr. C'est à chaque rock. Vous le prenez comme ça, mais non mais je veux dire dans le style de jeu. La phrase c'est le joueur qu'on aime détester, et même pour ne pas le citer, Maxime Gutiérrez dans la rédaction a dit c'est le joueur que tout le monde veut dans son équipe. Tu vois, parce que il gagne. T'es français à quart de finale, tu le détestes. Pourquoi ? Parce qu'il a arraché le dernier ballon à Reda Wardy. Après, je préfère Antoine Dupont quand même. Non mais ok. Mais c'est ce que dit Polypoly 06. Oui. Je préfère Antoine Dupont. Ah merci. Non mais bien sûr, mais attention, je veux pas être basique. Ils ont pas les mêmes copains à côté, mais bon, voilà, De Clercq, 2 Coupes du Monde. Non mais après, ce côté aussi, on en parle pas assez, mais on vous parlait de Clercq, c'est quand même un cadre de l'équipe. Non mais il faut faire quoi pour le faire déjouer quoi. Non mais le mec il était en tribune quoi. Enfin, tu vois, c'est quand même, il était sur le banc, etc. C'est impressionnant. Et là, il est 80 minutes titulaire. Enfin, c'est-à-dire que le mec, il a pas d'ego aussi pour un joueur de son importance. C'est hyper rare de voir ça. Je sais même pas si un Français le prendrait bien. De faire quoi, d'être remplaçant. D'être remplaçant. Non mais je pense que Rassi Rasmus, je savais voir, il a fait bon. Là, t'es remplaçant, tu vas rentrer à la 50e, 45e tous les matchs, et en finale, tu fais tout le match. Là, mais c'est ça aussi la force de cette équipe sud-africaine. C'est la force de cette équipe. Ils l'ont toujours dit. Je pense pas que ce soit la langue de bois, c'est qu'il y a vraiment pas d'ego. T'es juste un maillon de la chaîne, et le staff fait ce qu'il veut de la chaîne. C'est-à-dire ils te mettent où ils veulent quoi. On n'a pas cette même culture. Ouais, voilà. En France, mais non, mais tu prends ce soir Jasper Viseux, il est hors groupe pendant des matchs. Aujourd'hui, il est sur le banc parce qu'il faut un 7-1. Il joue 5 minutes. Là, mais il rentre tard. Mais tu vois, il est là. C'est que si ça se passe mal, il faut mettre de l'impact. On va te faire rentrer alors qu'on n'a pas du tout compté sur toi sur les autres matchs. Tu vois, Mani Libok, il était je suppose que Mani Libok, il est hyper heureux. Alors oui, il a pas joué la finale, donc peut-être que ça change des choses quand même pour un joueur de jouer la finale, de fouler la pelouse en tout cas de cette finale. Mais je pense que ça n'a pas été de la langue de bois et du bluff même que dire qu'il n'y a pas d'ego. Colisi, il sort à la 45e, en 42e. C'est bête en demi sur la 50e parce qu'il fait un mauvais match. Snyman rentre, il fait gagner le match. Tu vois, t'as un truc, c'est que. En plus, c'est qu'à chaque fois qu'ils ont fait les changements, ils ont toujours eu raison, le staff.
Tu vois. Mais ça serait intéressant de voir comment, notamment les médias Sudaf, voient ça. Parce que par exemple, un mec comme El Sebes qui sort tôt parce qu'il fait pas un bon match, est-ce qu'il s'est fait assassiner dans les médias après le match, ou est-ce que, tu vois, voir si eux aussi, parce que nous, imaginons, on a un deuxième ligne qui fait pas un bon match et qui sort à la 50e. Si Manili Box et Mathieu Jalibert, oui, je t'annonce que c'est. Bah oui, mais voilà, parce que c'est notre culture et on l'aurait un peu, enfin, on en aurait parlé dans toutes les confs de presse aussi. Donc, est-ce qu'en France, je sais même pas si on peut faire ça, parce que le staff sait qu'il y a une pression populaire, une pression un petit peu médiatique qui fait que si tu fais ça derrière, tu le perds ton joueur, forcément, quoi. Alors que j'ai l'impression qu'Erasmus, il fait ce qu'il veut et c'est compris par tout le monde, et du coup, il est double champion du monde, quoi. Double champion du monde. Rassi Erasmus, parce que on fait de l'ironie, mais le sélectionneur de l'équipe d'Afrique du Sud, c'est Rassi Erasmus. Il y en a ne vous y trompez pas. Il y en a qui est nommé coach de l'année, mais pour les coachs de l'année. Oui, c'est Jack Lineber qui allait en conférence de presse après le match, qui répond aux questions. Mais bon, les décisions, et surtout en demi-finale, quand ils étaient dans la difficulté, les décisions et les changements, c'était Rassi Erasmus. Ce soir, je pense qu'il a regardé tout ça. Il y en a qui a la lumière. Oui, la lumière. Il a pas eu à le faire, je crois. Ils l'ont pas filmé en tout cas ce soir. À côté de Kirk, il y avait André Pollard. 100% au pied. 100% au pied. Si on compte pas les drops. Non, mais on compte pas l'Europe. 100% au pied, une pénalité de 50 mètres sur l'erreur ou pas l'erreur de Wayne Barthes, mais il faut la mettre. Non, c'est pas sur ça. Il était pas loin de très très mal débuter. Enfin, il fait poteau rentrant sur la première, sur une pénalité sur la regarder, mais les deux premières pénalités, c'est fou parce que t'as l'impression que c'est poteau du milieu avec André Pollard d'habitude et poteau rentrant, et l'autre elle passe à 5 ça fait partie des détails. Ouais, après il l'a passé, donc voilà, le poteau du milieu ça rapporte pas un point en plus, donc c'est pas grave. Le poteau du milieu ça a été sur la pénalité à 50 mètres, donc il a rappelé les bases quand même. Elle a failli être courte, mais elle est passée. Mais il a failli, mais non, au final voilà, ça passe. Les blagues qui sont pas à 100%. Quoi. Ah, mais c'est ce que je disais au tout début, dire qu'il était pas sur la. Il était pas dans la liste au début. Alors il était blessé. On savait pas à quel niveau physique il en était. Maintenant, il y a ce pari fou. Encore une fois, c'est là qu'on parlait de la créativité des Sud-Africains. Le mec qui revient parce que Malcolm Marx est blessé. Et Malcolm Marx, du coup, il se retrouve avec Mbonambi, talonneur de métier. Et après, c'est Foury qui joue troisième ligne et talonneur, quoi. Et Foury qui fait un match de fou, mais non, mais t'as le côté aussi. Je pense que Pollard, je compare sa situation avec celle de Luciano Ham, qui était aussi blessé, qui est revenu dans le groupe, mais c'est aussi que Pollard, ils en ont vraiment eu besoin. Tu vois, Ham, je pense que ils se sont dit, on peut gagner la Coupe du Monde avec Jesse Krill et Damien D'Allende au centre, ça c'est pas un problème, tu vois. Ce qu'il propose en termes de jeu. Voilà, non mais voilà. Pas... Et puis Jesse Krill, le quart de finale, tu vois, il est exceptionnel en quart de finale. Rappelez-vous de la troisième mi-temps après, pour revenir à ce que tu vas dire, à celle après France. Irlande, putain, je vais pas y arriver. Irlande, Afrique du Sud. Oui. On a dit quoi? Oui. Sans grand buteur, t'es pas champion du monde. Oui. Ils ont changé de buteur. Là, voilà, ils ont changé de buteur, et tu vois, parce qu'ils en ont eu besoin, mais je pense que physiquement, il est au niveau de Luciano Ham, tu vois. C'est un mec qui revient de blessure, qui est pas à 100%. Après, je trouve que physiquement ce soir, Mais ouais, même dans le jeu, moi j'ai trouvé plutôt bon. À un moment donné, il arrive bien lancé, là, très très fort dans les 22. Il est pas loin de classer un plaquage. Je l'ai trouvé même en dehors. Peter, ça vu toi sur le côté là, fin de match. On se dit putain, ils vont avoir une belle incursion, c'est pas mal. Non, mais tu vois, ils en ont eu besoin, et c'est le mec qui a changé leur Coupe du Monde un peu, quoi. Parce que on parle de Jordi Barrett qui a changé celle de la Nouvelle-Zélande. Mais André Pollard, oui, on peut clairement se dire que s'il n'est pas là, le sort aurait été peut-être différent pour l'Afrique du Sud. Sans André Pollard, l'Afrique du Sud n'est pas championne du monde. Je pense qu'on peut le dire aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, Manili Bock, il a titulaire à la place d'André Pollard. Il n'y a pas du 4/4 au pied. Mais c'est surtout dans leur façon. Il faut dire les choses. Peut-être, on ne saura jamais, mais oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'est beaucoup plus l'auto quand t'as. Oui, non, mais. Puis dans leur façon de jouer, ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui bute comme ça. Enfin, ils défendent énormément, ils veulent aller chercher les pénalités. C'est pas une équipe qui envoie beaucoup de jeux. Même s'ils n'ont pas un buteur, la stratégie, elle est complètement bidon, quoi. Pas de buteur fiable. Pas de buteur fiable, forcément. Parce que là, tu sais qu'une pénalité, il fait un 100%. Et tout le monde le savait qu'il allait faire 100% en finale de Coupe du Monde. C'est là que t'en veux un peu au Black. Bah oui. Les Blacks, ils font rentrer Mackenzie 5 minutes avant. Elle a la pénalité 50 mètres à droite là. Tu vas me dire que Mackenzie est un buteur fiable pour toi Alors j'ai pas les stats en tête. Mais je pense que s'il manque quelque chose à Mackenzie. Non mais c'est la faiblesse de cette équipe Black qui contrairement à d'autres équipes Black dans l'histoire, n'a pas un buteur exceptionnel qui rentre tout. Ils ont pas Carter, ils ont pas des mecs comme ça ou en finale de Coupe du Monde, tu sais que c'est 100% et tu gagnes la finale. Non mais c'est vrai. C'est leur petite faiblesse. Ils ont pas mal de buteurs mais pas un. Il y a qu'en 2011 où c'était Piri Wepu. Oui. Stephen Donald. Stephen Donald, la pénalité qui a failli ne pas passer, pareil.
Bon, poteau, non mais. On se rappelle mais c'est de vrai. souvenirs. Non, mais après, là, il y avait aussi. Non, je vais repartir sur. Il y a aussi l'arbitrage. Greg Joubert. Oh, sud-africain comme par hasard. Ah, bizarre. Non mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai que je suis d'accord que sur André Pollard, c'est vrai que voilà, il aura assumé en tout cas. Il a assumé. Il avait un gros poids sur les épaules. Parce qu'il se savait vraiment attendu, parce que c'était un peu le sauveur de tout un peuple, quoi. Comme nous on disait, c'était pareil en Afrique du Sud, ils avaient hâte qu'il arrive. Et c'est le mec à la fin. Attends, ils mettent pas Libol sur le banc, du coup c'est quand même aussi. Ils ont confiance en Damien Willemse qui Oui, Willemse, mais c'est quand même un choix important. Je pense qu'ils ont surtout voulu mettre cet avant plutôt que. Tu vois, je pense qu'ils payent surtout ça. Et vu que Willemse peut couvrir le 10 et que c'est l'arrière titulaire, tu es obligé de mettre un arrière. Ouais. Tu vois, typiquement, même si Libok peut jouer à l'arrière, même André Pollard, c'est des mecs, ils peuvent. Mathieu Jalibert peut jouer à l'arrière, tu vois, des 10 comme ça peuvent jouer à l'arrière. Boden Barrett, même si ce soir Boden Barrett un peu moins vu que les autres matchs de la Coupe du Monde, c'est des mecs, tu les mets à l'arrière, ils font énormément le taf, mais c'est vrai que Libok a été un peu sacrifié. Au final, tu peux rien dire, quoi. Puis ce qu'il faut dire avec André Pollard, peut-être, je sais pas si on poursuit avec lui, mais l'Afrique du Sud, depuis quelques années, c'est pas comme l'Irlande, c'est pas comme la France, c'est pas comme la Nouvelle-Zélande. Il n'y a pas des mecs installés en 10. Il y a eu beaucoup de problèmes avec, notamment, quand tu regardes Elton Yantis, Pollard, il s'est beaucoup blessé. Oui, voilà, c'est surtout ça. Je pense qu'il n'est pas installé parce qu'il est blessé. On s'est même demandé est-ce que Frankenstein revienne. Oui, non, mais je veux dire, il est installé, Pollard. Pollard est installé, mais c'est lui qui s'est blessé, quoi. Non, mais, tu vois, je pense qu'il est installé. Il y a eu beaucoup de choses comme ça, quand même, ces derniers. Des choses, quand même, depuis 4 ans. Parce qu'ils n'avaient pas Pollard. Ouais, mais Libok, ils l'ont un peu sorti. Quand il arrive cet été titulaire, c'est lui qui doit prendre les camions. Oui, mais typiquement, Pollard, il se fait les croisés à Montpellier, il revient, mais pendant un an, tu l'as pas. Là, il se fait mal au mollet ou à la cuisse, je crois. Tu l'as pas, du coup tu es obligé de faire autre chose et du coup forcément d'autres joueurs se montrent. Même en dehors de lui, tu vois, par exemple Damien Willemse a été lancé tu le ressors un peu pour les matchs les plus importants alors que c'était plus un Weasel qui était titulaire. Donc là, 2022, tu vois, t'as l'impression qu'ils ont tenté des choses pour préparer la future génération, mais en même temps, et au final sur le match quand même le plus important de leur histoire, limite, hop, on revient sur les basiques. Pour ceux qui ne le savent pas dans le chat, il a que 29 ans, André Pollard. Je sais pas s'il y en a qui ont vérifié. Ça fait peur. Il était là en 2015. Il peut être encore là, hein, 2027. Je pense qu'il le sera, oui. C'est juste qu'on a l'image de lui en 2015. Ah oui. Il avait juste 21 ans, quoi. Tu vois, c'est pareil, voilà, dans 8 ans, dans 2 Coupes du Monde, Louis Belbiaré aura 28 ans, quoi. Tu vois, s'il est titulaire, t'as des mecs comme ça qui arrivent à 20-21 ans. Top 3 des plus grands 10 de tous les temps. Mais ce que je veux dire, c'est que là, les 2 dernières saisons, ils ont été sans lui. Oui, non, mais parce qu'il était surtout blessé, tu vois, je trouve. Ouais, et du coup, t'as été obligé. Mais donc, t'as pas cette stabilité. Non, mais je suis d'accord. Qu'on a eu en France avec Romain Tamac et Mathieu Jalibert, parce que Mathieu Jalibert était comme installé, donc il y a comme une stabilité. Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Avec Sexton, voilà. La Nouvelle-Zélande avec Monga installé, oui. C'est un truc qui est quand même important dans le rugby d'avoir un 10 installé. Tu sais qu'il a la confiance, tu sais que c'est lui le numéro 1. C'est. Top 5 des plus grands 10 de tous les temps. Non, non, je sais la question. Non, c'est double champion du monde. Oui, grâce à lui. Là, mais en soi, va faire peut-être 4. En soi, le top 3 pour moi est clair. Oui, non, mais voilà. Non, mais la question elle est exceptionnelle. Non, mais le top 3 est clair. Au chat, donnez vos avis. Non, mais j'ai peur de. En fait, je vais pas. On va dire arriver sur le sujet. Parce que je n'ai pas assez de recul sur les autres années, j'ai peur de vexer les anciens, quoi. Parce que pour moi, le top 3 est clair, c'est Sexton, pas dans l'ordre, je dis pas l'ordre, mais Sexton, Wilkinson, Carter. Après, les autres, je vais pas vite vexer, voilà, les numéros 10 de 87, 91, on connaît le nom, voilà. Mais les doubles champions du monde, quand même. Oui, non, mais le débat. Il n'y en a pas énormément qui ont été. Soit tu mets celle-ci. Si tu dis ça, c'est que pour toi, il est dans le top 5. Bah, je pense que quand tu deviens double champion du monde et que 2 fois tu es hyper décisif comme il l'a été. On oublie trop souvent Pierre Bernard quand même qui peut peut-être postuler dans Bernard à la sud-africaine en plus. Il l'a dit, donc c'est quand même encore plus fort. Ouais. Ils répondent à le chat ou pas? Répondre l'Arkham, Carter Wilkinson l'Arkham, après non, c'est... Arbitrage. Non. Non, ça parle des numéros 10, ils sont en train de discuter entre eux. Ils font contre-émission. Ils font contre-émission. Oui, voilà, après, ça reparle de l'arbitrage un peu. Il parle de qui? Il parle de qui, là? Il y a un mec qui est arrivé. Il est exceptionnel. De André Pollard, si t'es encore sur les... Ça repart sur l'arbitrage. Oui, c'est forcément. Et du coup, on me dit... j'ai pas d'oreillette, mais ça devrait pas tarder, apparemment. Alors, je regarde la régie en même temps, est-ce que Arnaud Bordelais est là?
Et il est là, Arnaud Bordelais. Ah, il est C'est là. magnifique. Est-ce que tu nous entends, Arnaud? Ouais, je vous entends difficilement. J'espère que vous allez m'entendre parce que j'ai perdu ma voix. On remarque, mais on t'entend bien. très bien en tout cas. On t'entend Bon, très bah bien, tant mieux. Il n'y a pas de problème. Bon, du coup, Arnaud, voilà, finale de Coupe du Monde, l'Afrique du Sud sacrée pour la 4e fois. Comment ils ont été en conf de presse? Est-ce que, je suppose, le sourire jusqu'aux oreilles quand même pour Sia Colissi et Jackie Naber? Alors, ça va être difficile de vous répondre parce qu'ils sont toujours pas arrivés en conf de presse. Bon, mais je vais En revanche, je peux vous parler de la déception néo-zélandaise si ça Oui. vous intéresse. Oui, bien sûr. Effectivement, on avait un garçon comme Sam Cane qui était totalement abattu. Les journalistes néo-zélandais avaient même peine finalement à lui poser des questions. Il y a eu 2 pauvres questions posées au capitaine néo-zélandais. Et il y a une phrase qui a marqué un peu l'assistance, c'est notamment cette phrase où il a dit que toute sa vie, il allait devoir malheureusement supporter ce fardeau d'avoir reçu un monde. Et je crois, si je ne me trompe pas, que c'est la première fois qu'un joueur est sanctionné d'un carton rouge dans une finale de Coupe du Monde. Donc il restera dans les annales pour ce triste fait marquant. Et même si je reste convaincu que finalement, on a cru dans un premier temps que ça allait être le tournant de la rencontre. Et finalement, on s'est rendu compte que même à 14, les Néo-Zélandais, j'imagine que vous en avez parlé, avaient fait preuve de résilience et auraient pu l'emporter peut-être avec un peu plus de réussite, avec un arbitrage peut-être un peu plus favorable, sans rentrer dans la polémique. Mais en tout cas, les Néo-Zélandais ce soir ont fait honneur à ce jeu de rugby. Je rappelle qu'ils ont été les seuls à marquer un essai dans cette finale et les seuls à proposer un peu de jeu, en tout cas pour tous ceux qui aiment le rugby. Arnaud, une petite question, tu penses que c'est en fin de match qu'ils perdent cette finale ou c'est un peu comme la France avant dans quelques erreurs, notamment cette indiscipline ou L'indiscipline leur a coûté cher, c'est une évidence. L'indiscipline leur a coûté cher, mais elle aurait pu coûter aussi très cher aux Sud-Africains, puisqu'il y a ce carton jaune de Colissi, il y a ce carton jaune de Colby, qui peut-être pensait-il qu'il avait le droit de faire en avant, puisque Ben Etzebeth n'avait pas été sanctionné pour le même type de situation, donc peut-être qu'il a cru qu'il pouvait encore jouer avec la règle. Bon, j'ironise évidemment, je caricature un peu, mais on est encore en travers de la gorge ce quart de finale. Après, il y a une décision arbitrale encore en fin de partie, notamment avec un grattage. Je revois cette action à 40 mètres en coin où il y a un grattage, un contest sud-africain avec une main posée au sol et un ballon qui sort côté sud-africain. On est à moins d'1 minute de la fin du temps réglementaire. Cette pénalité a valé cher, il n'y avait qu'un point d'écart. Voilà, non, je crois que franchement les Néo-Zélandais n'ont rien à se reprocher. Yann Foster en conférence de presse l'a dit, il est très fier de cette équipe, de la résilience dont elle a fait preuve après le carton rouge de Sam Cane. On a vu une équipe néo-zélandaise quand même revenir dans la partie avec un Hardy Savea qui fait un match titanesque à mon sens. Ils ont su maîtriser finalement leur temps faible, notamment lorsqu'ils ont été en infériorité numérique sur le premier carton jaune de Fritzel, où on les a vus très peu s'éloigner des zones de ruck, pas s'engager dans des mouvements trop risqués. Ils ont très bien géré, ils ont eu un jeu intelligent et en face ils sont tombés sur une équipe sud-africaine quand même qui maîtrise son rugby, fait de puissance, de défis. On a vu un Steph Dutoit stratosphérique quand même sur cette rencontre, notamment en défense. Ça s'est joué d'un rien. C'est voilà, un point, c'est tout. Comment était l'ambiance? Ça a soutenu pas mal les Blacks ou c'était 50-50? C'était quoi? À votre avis? En fait, Paul pose la question en ayant la réponse. Ouais. Je pense. Le public du Stade de France avait pris fait et cause pour les Blacks. On a entendu des All Blacks durant toute la partie. Les Sud-Africains ont même été sifflés. Colissi, lorsqu'il est revenu de son carton jaune, a été sifflé. Et Ben Etzebeth a été sifflé lorsqu'il a quitté le terrain. Non, il y avait encore quelques Français dans le stade qui n'ont toujours pas digéré le quart de finale, même si évidemment les joueurs sud-africains n'y sont absolument pour rien. Mais vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez, en novembre 2022, lorsque l'équipe de France a battu les Box à Marseille, Rassi Erasmus avait fait un lobbying très fort sur l'arbitrage. Il avait publié un certain nombre de vidéos, il avait publié un texte où il assassinait clairement, et je pèse mes mots, Wayne Barnes, l'arbitre de la rencontre. Et force est de constater qu'effectivement l'Afrique du Sud a quand même été
très bien arbitré durant cette Coupe du Monde. Il faut croire que Rassi Erasmus a peut-être gagné la Coupe du Monde en novembre 2022. C'est bien parce que, Arnaud, pour que tu comprennes, ça nous fait sourire parce qu'il y avait eu un passage sur l'arbitrage. Parce que bon, tu comprends que dans le chat, tout ça, les personnes parlent beaucoup de l'arbitrage. Donc voilà, mais on voit que tu as plongé toi aussi de toi-même. On apprécie les gestes, on apprécie ces gestes. Non mais ça chante derrière toi, Arnaud. C'est Sudaf qu'on entend les joueurs ou pas du tout? Oui, je sais pas si vous voyez. Non, il n'y a pas les joueurs, mais il y a encore quelques supporters. Ah bah non, ils sont partis depuis que je suis arrivé. J'ai dû les faire fuir. Non mais je voulais revenir, Peter Steph Dutoit, 28 plaquages, la troisième ligne globalement des Sud-Africains a été énorme. Comment ça se caractérise quand on est en tribune de presse, la pression défensive de ces Springboks qui ont quand même pas mal étouffé les Néo-Zélandais, même s'il y a eu quelques coups à jouer, mais en fait on a l'impression qu'ils ont toujours bouché, voilà, comblé les brèches au dernier moment et au final ils gagnent d'un point quoi. Oh, parce que par moment j'ai cru revoir jouer l'équipe de France avec beaucoup de jeux de dépossession et un pressing intense, un pressing étouffant, un pressing asphyxiant, j'ai envie de dire, parce qu'on voit des garçons comme Dutoit, comme Colissi, même Edzebet quand même, qui a une capacité de déplacement assez extraordinaire. On les voit ces garçons sur les coups de pied monter très très fort, c'est-à-dire que quand bien même les Néo-Zélandais se sont montrés plutôt adroits sur les ballons hauts, ce que n'avaient pas su faire les Français en quart de finale, eh bien la pression subie par les Néo-Zélandais forcément les contrarie pour organiser et structurer des relances de jeu. On les a vus parfois en difficulté dans les zones de rug, justement, sous ces ballons hauts. Et c'est vrai que cette troisième ligne sud-africaine, même si je mettrais un bémol quand même sur Colissi, qui pour moi est un capitaine symbolique, est probablement un très grand joueur, mais qui ne réalise pas une très très grande Coupe du Monde sur le plan rugbystique. Il a su mener ses joueurs, mais pour moi, Steph Dutoit est bien meilleur sur cette finale et même sur toute la phase éliminatoire. Je crois que Peter Steph Dutoit a montré ce soir qu'il était un vrai guerrier et si certains avaient mis des doutes sur son titre de meilleur joueur du monde, je crois que c'était en 2022, je crois que ce soir, il a montré que c'était amplement mérité parce qu'il a franchement une énergie, un gaz et une intensité dans le défi physique qui sont assez exceptionnels. Arnaud, on avait le débat juste avant que tu arrives sur André Pollard, qui n'était pas à la base dans le squad, qui fait un gros match là, en tout cas il marque l'intégralité des points de l'Afrique du Sud. Paul disait même qu'il le voyait dans le top 5 des meilleurs joueurs de l'histoire grâce à je crois que Paul il s'enflamme quand même. Ou alors il aime pas le rugby, Paul. Qu'est-ce que t'en as pensé? Non, pour moi, non. Enfin, pour qui aime le rugby, on peut pas mettre André Pollard dans les 5 meilleurs joueurs de l'histoire de ce sport, c'est pas possible. Moi, à choisir, je préfère même Manny Libok, mais c'est sûr que pour gagner une finale, il vaut mieux avoir André Pollard qui met tout au pied. Mais je suis dur. Non, j'aime le rugby, Paul. J'aime le rugby et André Pollard, c'est un joueur de foot, quoi. Ah ouais. Là, on peut pas faire mieux. Je suis joueur de foot. Non, je sais pas. Je trouve un peu dur dans le sens. Je le non, mais dans le top sur 3, cette finale, surtout cette finale, l'importance qu'il a eu. Il a jamais été débordé. Voilà, il a toujours géré le jeu sud-africain. J'imagine que. Non, mais c'est un super gestionnaire. Il y a pas meilleur. Il y a pas meilleur que lui pour gérer ce genre de rencontre. Il tombait des seaux d'eau. Ils n'ont pas proposé de jeu. Il fallait défendre. Là, je suis d'accord. C'est peut-être même. Je le mettrais même pas dans le top 5, je le mettrais meilleur ouvreur du monde dans ces cas-là. Dans ces conditions et avec un jeu aussi restrictif, on fait pas mieux qu'André Pollard pour jouer de cette façon. C'est marrant, tu te sens un peu, pas énervé, mais tu sais, frustré par, si, un par peu. ça. Est-ce que tu t'es déçu de voir l'Afrique du Sud gagner? Alors, pas déçu, parce que je pense que les Sud-Africains... L'Afrique du Sud est un très beau champion, mais ce soir, les seuls qui ont essayé de produire du jeu dans des conditions climatiques extrêmement difficiles, ce sont les Blacks. Et c'est quelque chose qu'il faut leur reconnaître. Et j'aurais aimé que ce soit récompensé par un titre. Et puis de façon anecdotique, il y a un garçon qui aurait pu être le premier joueur sacré pour la 3e fois champion du monde. C'est Simon Whitlock, qui est un géant de ce sport. Et voilà, il passe à côté de cet honneur anecdotique, vous allez me dire, mais je crois que ça aurait été une chouette récompense pour un garçon qui a marqué l'histoire de ce sport quand même.
Peut-être pour finir, Vas-y, on va parler record. Il y en a un qui pouvait battre un record, notamment du nombre d'essais. C'est Will Jordan qui fait pas un match incroyable. Au contraire de Téléa, qu'est-ce que tu as pensé des deux ailiers des Blacks? À Téléa, j'étais impressionné ce soir. Je l'ai trouvé hyper vif, hyper électrique, bien plus que Will Jordan. Alors la réflexion n'est pas de moi, mais avec le recul, je suis complètement faux. C'est que Will Jordan, très souvent, il brille quand même contre des équipes qui sont un peu plus faibles, un peu moins denses physiquement. Comme si il peinait, ce soir il a peiné à trouver des espaces, il a peiné à avoir des ballons aussi, parce que c'est vrai que très vite les Néo-Zélandais se sont retrouvés en infériorité numérique, contrairement à Téléa qui est très souvent venu chercher des ballons dans la ligne, qui a souvent fait des différences, qui a gagné ses duels, qui en défense également a fait un boulot colossal, il a colmaté des brèches, donc ouais, avantage Téléa ce soir pour les ailiers néo-zélandais. Faut tirer aussi un coup de chapeau à Cheslin Colby quand même, qui fête son anniversaire ce soir avec un joli cadeau. Ouais, on a découvert ça au coup d'envoi en regardant sa fiche. On a vu qu'il était du 28 octobre. Et donc, je crois qu'il a 30 ans ce soir. Moi, pour mes 30 ans, j'ai pas eu de trophée au Abellis. Bah écoute, merci Arnaud en tout cas. On te remercie d'être passé dans l'émission. Et bon rétablissement aussi pour ta voix. Ouais, merci de me libérer. Je vais aller acheter un pot de miel et puis je vais me coucher. Merci Arnaud. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao. Arnaud qui a possiblement un compte Twitch qui a commenté en début d'émission, je pense, le débat sur l'arbitrage. J'ai hâte de la prochaine. Mais d'ailleurs, j'aimerais juste pour voir Pollard J'aimerais juste clarifier un truc. numéro 10. C'est énorme parce qu'il a plongé tout seul. J'aimerais juste clarifier un truc avec le chat. On n'essaye pas d'éteindre la polémique ou quoi que ce soit. Pour nous, d'ailleurs, on en a parlé entre nous. Il y a faute de Quagga Smith. C'est simplement qu'on va pas parler de ça. C'est un débat sans fin, un débat éternel de l'arbitrage dans le rugby. Et je trouve qu'il faut pas tomber aussi bas. Il faut en parler. On en a parlé. Il faut pas tomber aussi bas toute l'émission. Moi, j'étais d'accord. J'ai proposé des solutions, mais j'étais d'accord avec Arnaud. Et les gars, on ne dit pas qu'il n'y a pas eu d'erreur. On ne dit pas que la France a été très bien arbitrée sur cette coupe quoi que ce soit. C'est surtout que, comme l'a dit Arnaud, il y a des décisions qui font parler, c'est normal, mais l'Afrique du Sud fait quand même un très beau champion. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de monde qui va réduire le titre de l'Afrique du Sud à ça. Enfin, un très beau champion. Non mais voilà, mais tu fais partie de ces gens-là. Non, c'est pas un très beau champion, mais c'est un champion. Oui, il mérite d'être champion parce que dans le jeu du rugby, ils ont été meilleurs dans le jeu du rugby. Pour moi, alors vous me direz ce que vous voudrez sur les décisions. Pour moi, quand tu bats la France, qui est grande favorite chez elle, quand tu bats l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande, c'est ton parcours en phase éliminatoire, c'est France, Angleterre, Nouvelle-Zélande. Non mais là, t'as forcé une porte ouverte. T'as forcé une porte ouverte parce que si on parle de décision, c'est que t'es quand même devant au score ou dans le match. Si à 40-10, on s'en fout du plaquage de Quagga Smith. Non mais voilà. Les équipes éliminées, c'était aussi dans le match. Non mais attends, le truc, tu bats la France dans un match où bien sûr qu'il y a des décisions qu'il faut énormément parler. Je suis pas du tout d'accord déjà avec Arnaud sur l'en avant d'Etsebet. Il n'y a pas d'avant, on peut parler du plaquage du grattage de Quagga Smith, tout ça. Mais Etsebet, c'est spectaculaire. Pour le ballon va en arrêt, mais on va pas refaire le match. Quand tu fais le match qu'ils font, ok, mais la France, c'est pareil. Si Louis Belbert a attrapé Chanel, on n'en parle pas. Bien sûr que des matchs, c'est serré, mais ils ont le mérite de toujours être serrés, comme tu l'as dit, de changer l'Iboc à la demi-heure de jeu, ça change le match contre l'Angleterre. Ils repassent devant dans les règles de l'art, on n'a rien à leur dire. Ils écrasent la mêlée anglaise, personne n'est allé pousser avec eux. Ils repassent devant dans les règles de l'Angleterre. Attends, excuse-moi, ils ont fait quoi contre l'Angleterre ? La dernière pénalité, la dernière mêlée qui leur donne la victoire et la pénalité. Là, on chipote sur chaque pénalité sifflée contre. Non, mais c'est 75e, une pénalité qui est donnée à Pollard pour passer devant. Non, mais en fait, une pénalité que n'aura jamais vue la Nouvelle-Zélande ni la France. C'est juste ça, moi, que je dis. Et en plus, la mêlée, elle était quand même un petit peu bizarre sur l'axe droit de la mêlée sud-africaine. Faut pas rentrer dans ça, mais après, on peut pas s'empêcher d'en parler, mais c'est. Je ne dirais pas que c'est triste, mais c'est quand même dommage. Après, bien sûr, qu'on en parlera. Après, c'était dommage aussi, quand même, un petit peu avec l'Afrique du Sud, c'est qu'ils nous laissent. On est obligé un peu de parler de ça, parce qu'ils n'ont pas énormément montré autre chose. Ça, je suis quand même d'accord avec Arnaud là-dessus, et puis même aussi avec vous, ils n'ont pas énormément montré. Non, mais dans les phases finales. Oui, mais ils n'ont pas trop montré. Donc au final, on en revient à parler d'arbitrage. C'est peut-être dommage, mais ils avaient essayé de plus jouer un peu au rugby et dire qu'il n'y a pas de problème de leurs actions et de leurs essais, tu vois. Le truc, c'est qu'on ne dit pas qu'il n'y a pas de problème. Oui, mais c'est bien de dire que oui. Ah oui, non, mais qu'il y a un problème, oui. Après,
t'as tes solutions que je respecte, Paul. Ça peut passer, mais non, mais après, pour moi, il y a pas de solution miracle. Donc voilà, l'arbitre restera un humain. Tu peux mettre la vidéo, tout ça, il y aura toujours l'interprétation. Dans le rugby, l'arbitrage, c'est un éternel débat. Ou alors on met la vidéo sur tous les recs. Bon, mais là, les matchs vont durer 3h30 et 2 semaines après, on fera des papiers sur la durée des matchs. Et la frustration un petit peu qu'il habitait ce soir. C'est la même pour beaucoup et Arnaud il est journaliste, c'est un très bon journaliste, donc c'est pas que la frustration de supporters qui sont juste déçus parce que la France a été éliminée en quart, c'est aussi la frustration je pense de beaucoup d'amoureux du rugby qui sont déçus de voir cette équipe là championne du monde et double championne du monde, c'est tout. Non mais Tonkas nous rappelle un match, le seul bon match de rugby de l'Afrique du Sud est contre l'Irlande et ils ont perdu. Alors déjà sachez que je vois pas de différence entre le match de l'Afrique du Sud contre l'Irlande et pas particulièrement. Si, un petit peu. Et ensuite, est-ce qu'on se rappelle que l'Afrique du Sud perd ce match sur une erreur d'arbitrage ? À cause des 9 points. À la fin du match, le molle écroulé. Mais à la fin, et c'est surtout que. Donc ça, encore une fois, on a une mémoire sélective sur tout. Oui, non, mais là, on parlait juste des phases finales, c'est les matchs les plus importants. Regarde, ils ont perdu. Alors, mais là, ils ont perdu. Parce que s'ils avaient gagné contre l'Irlande, ça aurait changé le tableau complètement. Ils ont joué, oui. Donc, excuse-moi, Non, mais oui, non, mais après, on pourra en parler pendant des heures, mais. Non, mais toi qui es amoureux, juste pour finir là-dessus, là, je parle pas d'arbitrage. Toi, tu es amoureux du rugby, etc. Je te trouve très clément avec cette équipe sud-africaine. Gagne au rugby ? Non mais ok d'accord. Non mais après, la France est championne du monde 2018. Il faut pas tout mélanger. On va envoyer du jeu dans tous les sens. Il va y avoir des matchs où il y aura 50 à 43 là. Non mais là t'es dans. On va s'amuser. Je te parle juste que toi t'adores quand même le rugby, t'aimes ce jeu, t'adores le super rugby notamment, etc. Il faut un jeu qui gagne. Là il s'agit pas de. Là il s'agit pas d'être beau. Là il s'agit de gagner. Oui mais t'es pas frustré du coup. Non mais vous êtes tous les deux d'accord. Je suis frustré mais là je suis un observateur. Je suis une tierce personne. Moi je suis pas supporter là. Vous avez tous les deux d'accord. Vous avez tous les deux raison. C'est que l'Afrique du Sud n'a pas un jeu flamboyant, mais bien sûr que si, je suis frustré. Mais il gagne à la fin, donc au final vous avez les deux raisons. Et bien sûr que j'aimerais qu'il y ait des super actions, des super lancements de jeu, des super mouvements. Après là tu peux regarder, il y a des super plaquages. C'est surtout que quand nous, stratégique. Quand nous à notre âge. Il y a aussi le côté où Twitch, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont autour de notre âge, tout ça. Quand tu as grandi avec la Nouvelle-Zélande 2011-2015, qui était champion du monde, et là il n'y avait pas un mot à dire parce qu'il mettait 40 points à tout le monde et même 60 à certaines dont je tairai le nom. Tu passes à l'Afrique du Sud avec un jeu beaucoup plus restrictif qui depuis fait le doublé parce qu'on reste sur 2 doublés du coup. 2011-2015, 2019-2023. Et en 2007 c'était déjà l'Afrique du Sud. Mais non, mais qui a meilleure l'histoire. Mais tu me donnes raison, c'est qu'en fait on a été habitué, beaucoup de monde a été habitué à avoir cette équipe-là qui était champion du monde où il n'y avait pas un seul débat parce qu'il mettait 40 points à tout le monde, à cette équipe sud-africaine qui bat 3 grosses équipes d'un point, qui frustre. Parce que c'est tout autre rugby et je pense qu'il y a beaucoup de personnes de notre âge et en partie sur les réseaux sociaux, tout ça, qui ont grandi avec cette équipe-là. Et bien sûr, l'équipe de France joue beaucoup plus que l'Afrique du Sud. On a quand même fait 800 papés sur la dépossession et on a fait des conférences de presse entières sur la dépossession du côté de la France. Pourtant, oui, les élites touchent plus de ballons en équipe de France. Mais on a plus fait de dépossession qu'un jeu à la néo-zélandaise depuis quelques années. De la folie. Mais je suis d'accord. Des fois, on joue pas tellement. Mais je suis d'accord. On fait peut-être 70% de jeu au pied, mais de 30% de jeu à la main, c'est la magie. Tu débutais tes matchs en te disant vaut mieux que l'adversaire ait le ballon. Tu vois. Et typiquement, on va dire, on va pas revenir sur le quart final, mais le problème de la France a été qu'ils sont tombés face à une équipe qui ne voulait pas le ballon. Un peu comme eux. Et du coup, ben voilà, tu fais des erreurs sur des petites bêtises qui coûtent cher à la fin et tu perds de Oui, mais c'est là où peut-être le rugby doit juste réfléchir à est-ce que pourquoi t'empêcherais l'Afrique du Sud de jouer comme ça ? Mais non, mais juste peut-être donner un peu plus d'avantage aux équipes. Mais c'est déjà fait. Et quoi tu veux faire ? Tu veux leur offrir des essais pénalités ? Ah non, mais c'est le Coupe du Monde, ça montre bien que mais je comprends pas. Comment tu veux faire ? Excuse-moi. Mais par exemple, dans un arbitrage global, favoriser les équipes qui attaquent aux équipes qui défendent. Et comment tu favorises ? S'il n'y a pas de faute de l'équipe qui défend, comme s'il y a une équipe qui défend 80 minutes et qui gagne 3-0, tu vas les faire quoi ? Tu vas mettre un essai de pénalité parce qu'ils jouent pas ? Le 50-22 est dans ce sens. Le renvoi dans le but est dans ce sens. Typiquement, quand tu vois Damien Villemc qui arrive à 30 mètres, même moi ça m'a frustré, qui arrive à 30 mètres, qui trouve une touche de 5 mètres juste pour trouver une touche, tu vas lui mettre quoi ? Pénalité contre lui ? Tu peux pas l'empêcher de le faire, c'est comme ça. Moi, les jeux au pied de pression du numéro 9 qui prend. Paul il va limiter les jeux au pied. Non, mais qui prend.
Non, mais j'en sais rien. Mais non, mais tu prends 25 secondes. Non, mais tu prends 25 secondes pour jouer au pied. Si ça, vous prenez plaisir à faire ça. Il y a déjà cette règle. Non, mais arrêtez. 5 secondes, le 9 il a 5 secondes pour taper. Elle a tenu 2 mois, mais je suis d'accord. Mais sur ça, je suis d'accord. Mais non, mais tu pourras jamais empêcher. C'est une stratégie dans tous les sports. Chaque équipe a sa stratégie, a ses forces, a ses joueurs. Pour faire ça, mais ce que je veux dire, c'est que le rugby a montré qu'il était capable d'évoluer, dans l'histoire. Sans voilà, là j'ai pas forcément de règles en tête et tout, mais pourquoi pas essayer de réfléchir comme ça il y aura plus de problème avec avancer un sport, on va faire que du toucher, on va faire du toucher comme ça, il y aura pas de zone de ruck, il y aura des passes en avant, il y aura des passes en avant et après voilà, tout sera bien, il y aura c'est pareil qu'hier soir où tu as un essai argentin, il y a un en avant de 2 mètres, voilà, les Argentins n'ont pas gagné donc peut-être personne n'en a parlé, c'est pareil, ça fait le tour des réseaux sociaux parce que non mais là je parlais pas d'arbitrage, je te parlais juste d'essayer de voilà que l'arbitre soit peut-être plus clément avec les équipes qui attaquent, quand tu perces le centre du terrain, tu fais une action positive de 50 mètres, et bah t'as un mec qui attend juste et qui gratte le ballon, alors que toi ça fait quand même 5 minutes que tu te fais chier pour attaquer, etc. Mais c'est vraiment avantagé les défenses. Cette Coupe du Monde montre bien que les défenses sont avantagées. Toutes les équipes qui ont plus défendu, elles ont gagné. Donc, dans quel monde tu dois dire que l'attaque doit être avantagée par rapport à la défense? Dans quel monde tu te permets de dire ça? C'est clairement ça. Qui te permet de dire ça? C'est clairement ça. C'est pour. C'est pas parce que toi tu aimes l'attaque que 100% des personnes aiment l'attaque. Les gens prennent beaucoup de plaisir. À la base, le rugby, c'est oh regardez, il se rentre dedans. Pour un mec qui connaît rien du tout au rugby. Donc voilà, le rugby à la base, c'est un sport d'évitement, mais c'est aussi un sport de contact. Faut pas l'oublier. Oui, mais d'accord. Un sport de contact où la défense, un gros plaquage. Tu demandes à 100% de rugbyman, je pense qu'il y en a 70% ou 80% qui peuvent mettre un énorme plaquage plutôt que non mais là où vous me comprenez pas, c'est que attendez, je vous laisse finir, juste posez vos questions pour finir l'émission dans le chat, je vous le dis, pas sur l'arbitrage s'il vous plaît, mais posez vos questions et vas-y continue, c'est juste pour lancer le truc pour qu'ils aient le temps de poser les questions. Pour finir là-dessus, et juste si le constat c'est quand même que par rapport à d'autres compétitions, top 14, Coupe d'Europe, on s'est régalé. Là, à part, il y a eu le quart de finale incroyable entre la Nouvelle-Zélande et l'Irlande, mais sinon, moi, je me suis pas vraiment régalé sur ces matchs de phase finale. Et je suis presque, je m'en moque que ça soit Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, je m'en moque au fond, vraiment, je m'en moque qu'il n'y avait pas la France, donc je m'en moque. Mais je me suis pas totalement régalé devant ces matchs de phase finale. Nouvelle-Zélande, je pense, c'est non, mais à part alors ce match-là est incroyable, mais à part celui-là. Non, mais je pense qu'il y a le côté frustration. Un des meilleurs matchs de l'histoire pour moi. En tout cas, que j'ai pu regarder, 2019, Nouvelle-Zélande-Angleterre, je suis pas sûr que l'Angleterre pratique un rugby si flamboyant que ça quand tu regardes, parce qu'ils sont cliniques. Mais c'est surtout ça. Non mais attendez, l'Angleterre, il faut quoi que la Nouvelle-Zélande il y a 4 ans c'est un match que t'adores. Ils sont parfaits. Ils mettent des brins, ils font que gratter, ils jouent dans des bonnes zones au pied, ils font pas un match de ouf où ils font qu'écarter le ballon. Ah non, mais là sur le coup je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des questions, alors ça n'a rien à voir. Faut que je la retrouve. Qui va gagner le top 14 pour dire non, pour dire son nom quand même. Juju, qui alors sort complètement du débat. Qu'est-ce que vous pensez du nouveau format en 2027? Oh là. Alors ça va être très long, très long. Mais en fait c'est un format où il y a des arbitres ou pas? C'est là le plus important. Non, parce mais arrêtez. Pour dire, il y aura plus d'équipes. Moi, je trouve ça sympa parce qu'il y a plus d'équipes, donc forcément plus de choses à voir. Ouais, plus d'équipes. Le problème, c'est que les petites équipes. Et puis non, il y a une injustice. Il y a une injustice en 2027 qui sera réparée, c'est que la phase de poule, il y aura pas une semaine de récupération pour les équipes. Un peu aléatoire. Ouais, et surtout, autre injustice, je vais être honnête. Surtout, c'est incroyable, c'est que le tirage au sort aura lieu un an avant la Coupe du Monde. Oui, voilà, je pense que c'est plus fort le tirage au sort. Et ça va changer beaucoup de choses. Ah oui, le tirage au sort, c'est fait putain. Mais même si quand même, quand tu regardes, c'est fait. C'est quoi, un an et 6 mois? Ouais, un an. 1 an et 6 mois avant, bon. Bah, ça change pas mal. Tu regardes. L'Irlande et la Nouvelle-Zélande seraient pas en Alors, Mansolo, quelle a été pour vous l'équipe la plus enthousiasmante? Je vous laisse répondre. L'Afrique du Sud. Non, mais si t'aimes la défense, Paul, c'est l'Afrique du Sud. Tu veux répondre quoi à part le All Blacks? Après, ça dépend. Le Portugal, les Fidji. Moi, les Fidji, ils m'ont presque déçu dans le sens où j'attendais. Je suis d'accord. C'est plutôt d'accord sur le Portugal là, apparemment. Portugal et les Blacks pour prendre une équipe qui allait loin. J'avoue que les Portugais, j'étais très surpris sur le premier match. Le Portugal reste le coup de cœur. Non, mais le coup de cœur, tu sais, le coup de cœur que t'attends pas, parce que les Fidji, finalement, là où
pourquoi elle est déçue, c'est que les Fidji, tu t'y attendais un peu. Ouais. Le Portugal, le premier match contre le Pays de Galles, quand tu regardes, mais t'es là, ah mais en fait ils les accrochent complets. Ouais, et Alors, en plus, c'est quoi leur deuxième match, c'est la Georgie. Le deuxième match, c'est la Parce Géorgie, que ils font un match nul. j'étais, et c'est il faut un match de fou. Non, Non, c'est le troisième match. Mais non, deuxième match, Non, deuxième troisième match. match, c'est l'Afrique du Sud. c'est l'Australie. Ouais. L'Australie. Ou c'est Non. le seul match qui loupe un peu. Si, parce qu'après, Fidji, ils font Pays de Galles, Géorgie, Australie, Fidji. Oui, voilà ça. Ouais. Et l'Australie. Et l'Australie, c'est peut-être le match où ils jouent une équipe qui est quasiment éliminée, où tu te dis ils peuvent quasiment les taper. Bon, au final, ils n'existent pas trop sur le match, et c'est peut-être le match qui leur a fallu un peu pour vraiment redevenir un peu ce qu'ils étaient sans être méchants, pour faire le match qu'il fallait contre les Fidji. Et j'ai eu la chance aussi d'être au stade. Ils sont tombés face à une équipe des Fidji qui a été dans sa caricature du mauvais côté, qui a fait des passes entre les jambes quand il y avait 3 partout. Moi, cette passe, j'en fais des cauchemars. Je suis désolé, il y avait un surnombre, je m'en rappelle, je suis obligé de le dire. Il y avait 3 partout, c'était la 38e minute. Il y a Wessia. Il y a un surnom, il fait une passe entre les jambes en avant. Et là, moi, je suis désolé. Alors, on me dira que c'est le contraire de l'Afrique du Sud. Hein. Il a essayé de faire le spectacle. Mais voilà, c'est la caricature mauvaise. Non, mais en plus, ils ont réussi à tenir physiquement, alors que pour une petite équipe, et il y a beaucoup d'amateurs. Surtout, attention. C'est impressionnant quand même. Mais surtout, ce qu'on peut dire, c'est que le Portugal, ça fait maintenant des années qu'ils sont dominés au tournoi B par la Géorgie, Ouais, qui ils tout font le match monde. nul. Et quand tu vois qu'ils font match nul contre la Géorgie, qui doivent gagner, en vrai. Ouais, ils doivent gagner. Ils ont pété la gagne. Et même à la fin, l'erreur que fait le demi-mêlée remplaçant, j'ai perdu son nom, qui remplace Samuel Marquez après une défense de 3 minutes, je pense, des Portugais, où tu te dis ils vont pas craquer parce que les Georgiens étaient mauvais dans l'utilisation du ballon. Et d'ailleurs, non mais je le dis avant qu'on continue les questions, c'est j'aime ça qu'il y en a beaucoup. Oui. Non, il y en a beaucoup. Mais parlant d'équipe enthousiasmante, vous pourrez en faire une demain si vous l'avez pas déjà faite sur la grande mêlée. Je suis obligé, Maxime Gutiérrez me l'a rappelé, mais j'allais le faire, je tiens à le dire, à tous ceux qui sont dans le chat, de faire votre équipe la grande mêlée. Cette transition la transition. Mais oui, mais je suis obligé. Non, mais je le dis, au moins c'est fait. Non, mais faites votre équipe la grande mêlée. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, inscrivez-vous à la grande mêlée. Et demain, à 11h, il y aura un live Twitch, comme on vous avait habitué avant la Coupe du Monde. Alors, ça paraît loin, c'est pour ça qu'il faut le rappeler. Mais j'aurai l'honneur de faire mon équipe avec vous, avec le chat. Il n'y aura pas de Sud-Africain dans l'équipe. Et non mais voilà, faites votre équipe. C'est la reprise top 14 aussi, il faut le dire. On est tous heureux. Oui. On est tous heureux de retrouver le top 14. Certains internationaux, d'autres attendront. Mais voilà, c'était pour le dire. Et j'espère aussi, pour ceux qui sont dans le chat, qui nous écoutent, que vous êtes régalés sur LGM Prono. Et que ceux qui ont gagné pourront chambrer leurs potes. Je sais pas qui c'est qui a gagné notre ligue au middle. Ah non, mais c'est J'avoue, pas moi. j'ai pas vérifié, c'est pas moi non plus. J'ai Ça, plus de c'est clair. réseau là. Ah ouais. Je vous entends plus. On dirait l'arbitre vidéo de France Afrique Sud. Bon bref, allez, j'arrête. Qui met des pieds. Non, elle est tombée plusieurs fois cette question, je pourrais pas toutes les prendre, hein. Je suis désolé, les chers du chat. Non, quel est le joueur qui vous a le plus enthousiasmé? Ah là, c'est une question difficile, il y a beaucoup de joueurs. Alors, je dirais pas. Marteléa. Ouais, Marteléa. Ouais, t'es là. Marteléa, parce que pour nous. Vous pouvez répondre aussi Bah, hein, après, dans le chat. Ça va. Pour nous, non mais pour nous. Ouais, mais alors. Alors, je vais te dire, pour nous, c'était pas une révélation Téléa parce qu'on le connaissait un peu, parce que étant journaliste, on suit le Super Rugby, tout ça. Je comprends que le grand public ait admiré Téléa pour la première fois dans cette Coupe du Monde. C'est fou ce qu'il arrive à faire face à des défenses si fortes. Tu vois, aujourd'hui, il casse 9 plaquages. C'est le plus du match loin devant. Jordi Barrett, c'est le deuxième à 6. Et à chaque fois qu'il touche le ballon, il déclenche quelque chose. Il était pas là pour le quart de finale, quoi. C'est juste. Non, puis il va s'en poser. Un match historique. Mais surtout, tu te dis, mais alors, à chaque fois, tu te dis, enthousiasmé, il peut t'enthousiasmer hors comment quart de il s'en sort à chaque Oui, fois. oui, c'est le seul qui fait, c'est le seul qui vraiment à chaque fois qu'il touche le ballon. Et je pense que la défense de l'Afrique du Sud se disait pareil, parce qu'un joueur comme ça, quand tu l'analyses à la vidéo, c'est un Damien Penaud à l'équipe de France, quoi. Pas forcément dans le même style, mais tu leur dis, les gars, attention, parce que lui, quand il se lance, c'est comme Colby quand il est à son meilleur niveau. S'il casse le premier plaquage, c'est terminé. Tu vois ce qu'il fait sur l'essai de Barrett, parce que Colby, il déclenche le raffut qui m'a accri après avoir battu 2 défenseurs. Tu vois que le mec, ça y est, il est dans son action positive, il est quasiment inarrêtable. Il met un raffut à Krill comme s'il me raffutait à moi, quoi. Le mec, il le raffute avec une facilité, il ralentit même pas dans sa course, quoi. Et c'est immense. Mais t'as raison de souligner que ça fait quand même un an qu'il est sur un nuage. Avec les Blues, il fait une saison fantastique. Il fait une saison de fou. Non, mais enthousiasmé, ouais. On nous cite aussi, alors on nous a cité Mike Tadger pour son coup de pompe pour rigoler, Oxenche j'imagine pour rigoler. Non, pour sa réception du ballon de ce soir, faut le dire. Ah oui. Non mais faut le dire. Non mais attendez, s'il vous plaît. Là, faut en parler. Comment on peut perdre autant Non mais j'en ai parlé. Comment perdre autant de virilité en quelques secondes? Non mais parce que vous pouvez faire 140 kilos, être le meilleur pilier gauche de cette Coupe du Monde. Vous paraissez comme un enfant. Belle dextérité. En plus, il fait pas en avant. Et c'est quand même fou. Belle dextérité. Parce qu'au moment, il voit même plus ce qu'il fait. Il a la tête à moi. Je rigole, je dis pas assez, je me moque pas parce que j'aimerais pas qu'il me retrouve Oxenche. Non, parce que quand on voit tout ce qu'il signe, je pourrais le croiser sur Internet top 14 dans quelques mois, donc je me fais petit, quoi.
Après, on parle de Peato Movaca et Ben Earl. Ouais. C'est vrai que Ben Earl. Ben Earl est le meilleur anglais. Mais je suis en train de me faire réflexion, Sûrement. Et Movaca, le meilleur français aussi, peut-être. on cite pas beaucoup de 3 quarts, quoi, quand même. Dans les joueurs qui nous ont enthousiasmés, quoi. Bon, Costa Storti, ça va. ouais. Il y a après, Colby, Non, mais Téléa. moi, parce que moi, je suis d'accord avec après, qui fait un Ben gros Diaki, Coupe du Monde. Ah oui, Ben Diaki, oui. Ben Diaki, Ouais, je sais Ben pas Diaki, ce qu'il a pas Il sort trop enthousiasmé, tôt, mais Diaki, bon. ouais. Il sort trop tôt. il sort trop tôt, mais bon. Il fait 4 matchs, hein. Il fait 5 matchs. Ouais, Je suis désolé, c'est pareil. Damien Penaud, il a enthousiasmé du monde. Il sort trop tôt, mais il a enthousiasmé. Il met 6 essais. Will Jordan, il met 8 essais. Alors oui, il loupe sa finale, tout ça, mais il met 8 essais. Tu enthousiasmes les personnes en marquant. aussi, il fait une run. Non, mais Non, si des arrêts. Après, peut-être qu'il y a plus d'avant, mais non, après des arrêts, il y en a eu. Ouais, il y en a eu, non, mais je trouve qu'il y a plus des. Tu vois, Movaca, c'est vrai qu'il fait une très très grande. Ah oui. Ah bah, est-ce que c'est pas le meilleur français? Bah si. Si. Movaca est le meilleur français, Ben Diaki est le meilleur irlandais, Ben Earl est le meilleur anglais. Ça, c'est que mon avis, ça me concerne que moi, mais meilleur anglais, c'est Ben Earl encore. Tu mets qui en 12 dans ton équipe type? Tu mets Ben Diaki ou Jordi Barrett? Ben Diaki. Ouais. Non, oui, Ben Diaki. Pour Jordi Barrett, il va en finale et tout, ça je dis pas, mais. Après, à qui, ouais, en termes de Et puis, moi, statistiques individuelles et de performances individuelles, moi, il m'a plus marqué aussi. Malheureusement, ce soir, ouais, Jordi Barrett, mais. Ouais. Voilà, Jordi Barrett ce soir. Qu'est-ce qu'on retient du match Jordi Barrett? Alors, bien sûr, c'est pas un buteur de grande classe. Il loupe la pénalité qui aurait pu faire gagner son pays. Donc, malheureusement, je pense que tout comme Sam Cane, il va vite la regarder cette pénalité. Il va en faire des cauchemars. Il n'a pas pu jouer les coups parce qu'il est joué pas assez rapidement. Il a pris des bouchons par du Toit. Sur cette finale, c'est de loin pas ni même le meilleur néo-zélandais. Max Téléa est à 2 planètes de Jordi Barrett sur ce match. Surtout dans un match comme ça, sous des conditions aussi compliquées. T'attendais de Jordi Barrett, le régulateur. Jordan aussi, m'a déçu. Jordan aussi, Jordan, il est. Ouais, mais Jordan, il est lié, tu vois. On a tous en tête ce ballon qui se fait arracher par Quagga Smith ou le plaquage qu'il prend par Colby. Il fait un mauvais match, Jordan, mais c'est un ailier. Il a touché Penaud, quoi. Il a touché beaucoup moins de ballons. Ouais. Il a touché beaucoup moins de ballons. Jordi Barrett, dans un match comme ça doit être un régulateur. Il doit occuper quand il le faut. Il doit jouer les coups. Au final, jouer les coups, il a pas pu. Il a pris des bouchons. Et au pied, je l'ai pas trouvé. Ils ont perdu la guerre du jeu au pied. Ils ont pas voulu trop la faire. Mais quand ils l'ont faite, Boden Barrett s'est retrouvé dans son camp. Jordi Barrett aussi. Et il loupe cette pénalité qu'on retient aussi forcément. Donc non, Ben Diaki pour sa carrière. Puis il a prolongé, donc ça veut dire qu'il a pas pris sa retraite internationale à 33 ans, donc on va le revoir. Enfin, j'espère. On nous pose la question sur l'avenir de l'Angleterre aussi. Est-ce que l'Angleterre est renée sur cette Coupe du Monde? Le prochain tournoi, il y a 2 équipes qui ont été En vrai, ça va être intéressant le prochain tournoi. Je pense que je vous l'ai dit, mais je pense que dans le chat, est-ce que tout le monde sait ce que c'est le prochain match des Bleus? Oui. Allez-y, répondez. Vous avez 10 secondes pour répondre. Le prochain match des Bleus. On va répondre sur l'Angleterre, mais bon, je vais répondre parce que je pense qu'il y en a qui vont tricher. Je les accuse. Non, mais c'est France-Irlande. Tu vois, t'as France-Irlande pour le tournoi. Ils le savent. Non, mais c'est quand même fou. C'est quand même fou, tu vois. Ouais, voilà. Non, mais c'est quand même fou. France-Irlande, autant pour les uns que pour les autres qui sont sortis en quart de finale. T'en as un qui doit devoir digérer qu'il a plus Sexton, l'autre qui devra digérer que sa Coupe du Monde et s'est fini en quart de finale dans les conditions qu'on connaît, où t'as des joueurs qui ont pris un énorme coup sur la carafe et on les comprend. C'est quand même énorme. Faut pas le perdre ce match. À part l'Italie qui semble loin derrière, l'Écosse, l'Écosse, ils ont quand même une très bonne équipe. Le Pays de Galles, ça fait quart de finale de Coupe du Monde. L'Angleterre, ça fait demi-finale, ça finit 3e. La France et l'Irlande, c'est la France et l'Irlande. Tout dépend, c'est parce que le tournoi c'est tellement différent d'une compétition comme la Coupe du Monde où tu crées un groupe, où tu as une préparation longue, etc. Je pense pas qu'il va y avoir de miracle. Hein. Moi, je pense qu'on va retrouver l'Irlande et la France. Tu penses qu'on va aller gagner au Pays de Galles, par exemple? Tu penses que c'est assuré qu'on gagne au Pays de Galles? Moi, le Pays de Galles m'a pas. C'est pas assuré, mais c'est pas le plus compliqué non plus. Mais c'est pas moi, je suis pas impressionné par une victoire française au Pays de Galles. Attention, le Pays de Galles qui perd Bigard, qui perd, il perd cher le Pays de Galles. Et les Anglais. Et pour revenir à la question, les Anglais. Parce que ça dépend s'ils se mettent à jouer, mais ils ont quand même une génération, une future génération qui est pas si mal. Typiquement, tu cites beaucoup plus le Portugal que le Pays de Galles, par exemple, d'un terme enthousiasmé. Ah oui. Le Pays de Galles, ils ont juste sorti d'une poule faible. Dans un match en plus. Ils ont fait le taf. C'était dans la même poule. Hein. Non, mais ils ont fait le taf. Oui, non, mais je sais, mais ils ont fait le taf. Mais au final, tu te fais sortir par une Argentine qui était aussi très mauvaise. Et au final, tu sors après, après, disait l'enfer, donc aussi. Donc, en tout cas, on aura hâte de ce tournoi. Et on sera là, en tout cas, à la 3e mi-temps, pendant le tournoi. Irlande 1, France 2. Voilà, c'est dit. Irlande 1 L'Irlande va venir gagner en France. Ah oui.
Ok. Et après, c'est la crise. C'est enregistré. Merci. Ah, j'espère Oh pas. là, Messieurs. là, ça aurait été l'homme des avions populaires là, dans cette émission, Paul Arnoux. Merci. Ah, merci, recommencez pas. L'Irlande va gagner en France. Bon. Merci messieurs en tout cas. C'est quoi que t'avais dit aussi? Ah oui, Pollard top 3 des meilleurs joueurs. 5, des- top 5, top 3 des meilleurs ouvreurs du monde de Marseille. l'histoire. Bon, merci messieurs. Merci à En toi. tout cas, on va clôturer cette émission. Merci au chat d'avoir été nombreux et d'avoir posé autant de questions. On n'a pas pu tous répondre à toutes. On s'excuse. Merci Baptiste en régie. Merci Julien, Max, Baptiste. Loïc. Peut-être spécial merci à Baptiste. Bah oui. Peut-être spécial Bah oui, merci à attends, Baptiste. qui était dans la rédaction, et Baptiste qui faisait sa dernière ce soir. Donc voilà, Baptiste, merci à Vous lui. pouvez applaudir Merci à Baptiste lui, dans le chat. Voilà, qui, on peut applaudir Baptiste. c'est grâce à lui aussi qu'on a les émissions et faut pas l'oublier. Ouais. Donc voilà, merci Baptiste. Grâce à Homme de l'ombre. La C'est un dernière peu notre de Baptiste. Notre Sam Kane. Non, enfin, non, pas du coup Sam Bah Kane. non, bah non. Ah, bien. Notre Peter Steph du Talk, t'es Voilà. un peu moins solide. Mais lui, il loupe pas Oui. 3 plaquages. C'est Non, mais- notre Quagga Smith, mais qui est légal. Merci, merci à tous. À demain pour le top 14, pour le live La Grande Mêlée aussi, pour faire votre équipe pour le retour du top 14. On se retrouve nombreux sur Rugbyrama, midolympique.fr. Ciao, ciao.